Bonjour. Un revenu de base pour tout le monde, de la naissance à la mort. Est-ce que c'est une douce utopie? Peut-être. Mais ils sont nombreux à caresser cette utopie en Inde, au Brésil et en ce moment même en Suisse, où des citoyens viennent de pousser à l'organisation d'un référendum sur la question. Il aura lieu dans les 2 ans. Alors, ne pas croire pourtant que tous les partisans d'un revenu de base soient de doux utopistes libertaires, puisqu'on trouve aussi parmi ces rêveurs des penseurs et des responsables politiques libéraux, voire même ultra-libéraux. Alors, pour essayer de comprendre un peu mieux cette proposition du revenu de base ou du salaire à vie, comme on peut l'appeler, 3 invités aujourd'hui. Baptiste Milondo, vous êtes enseignant en économie et en philosophie politique, auteur d'un précis d'utopie réaliste, un revenu pour tous, et vous êtes par ailleurs un partisan de la décroissance. Bernard Friot, vous êtes sociologue. Alors, vous préférez parler de salaire à vie plutôt que de revenus de base, et je pense qu'on verra dans l'émission que c'est pas seulement un problème de mots, mais que c'est essentiel dans votre esprit. Michel Husson, vous êtes économiste, vous êtes membre du conseil scientifique d'Attaque, et vous êtes opposé au revenu de base, au salaire à vie, et vous nous expliquerez évidemment pourquoi, parce qu'a priori, ça peut quand même paraître extrêmement tentant de dire on donne à tout le monde un salaire à vie ou un revenu de base. Alors c'est tentant pour un tas de gens en ce moment, et je le disais à l'instant, Anne-Sophie, notamment en Suisse. Oui, voulez-vous recevoir une rente de 2500 francs suisses par mois, soit environ 2000 €, sans condition et jusqu'à la fin de votre vie? Eh ben, c'est la question qui sera posée aux Suisses d'ici 2 ans, à l'occasion d'un référendum rendu possible grâce à une initiative citoyenne qui a recueilli les 100 000 signatures nécessaires pour soumettre à la population un projet de loi sur le revenu de base. Donc 2000 €, ça peut nous sembler énorme à nous, mais il faut savoir que c'est le seuil de pauvreté en Suisse. Et alors, pour marquer le coup, et surtout pour intéresser les médias sur un sujet qui n'est pas très facile à illustrer, les partisans du revenu de base ont une idée assez spectaculaire. 2500 francs par mois, à vie, que l'on travaille ou non. Les Suisses devront probablement voter sur cette question. L'initiative pour un revenu de base pour tous a été déposée à Berne ce matin. Jeanne Duby, vous avez suivi la remise de ce texte à la Chancellerie fédérale. Oui, les initiants s'étaient réunis ici ce matin pour remettre ces signatures et on peut dire qu'ils ont créé la surprise en jetant des milliers de pièces de 5 centimes. Juste ici derrière moi, il y a pour l'équivalent de 400 000 francs sur la place fédérale. Et on peut dire que certains touristes étaient presque un peu choqués. Anne-Béatrice du Parc, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu montrer avec cette action ce matin ? On a voulu marquer les esprits et en fait il y a 8 millions de pièces de 5 centimes qui représentent chacune un citoyen suisse, puisque en Suisse nous avons 8 millions d'habitants. Donc une pièce représente un revenu de base. Alors justement, vous demandez un revenu de base pour tous. Pour l'instant, il est estimé plus ou moins à 2500 francs par personne. Comment justifier le don d'une telle somme ? Alors c'est pas vraiment un don, c'est une répartition différente de la richesse produite par le pays. Aujourd'hui, le PIB de la Suisse, c'est 600 milliards. Financer un revenu de base correspond à 200 milliards de francs, donc un tiers du PIB. Et c'est tout à fait possible, en fait. Oui, alors il existe une initiative citoyenne lancée à l'échelle de l'Europe pour porter le sujet également auprès du Parlement et de la Commission européenne. Mais alors à cette heure, cette initiative compte un peu plus de 150 000 signatures et il lui reste 1 mois pour en recueillir 1 million. Voilà, donc c'est pas gagné, mais les partisans ne lâchent rien et continuent d'organiser des manifestations un peu partout en France, comme à Montpellier cet été ou à Lille le 14 décembre dernier. On va offrir au monde entier des billets de 1000 € parce qu'on est le 14 décembre 2013 et jusqu'au 14 janvier 2014, on peut signer une pétition européenne pour le revenu de base. Et le revenu de base, c'est la solution à la crise, au manque de liberté et d'égalité. C'est donner à chacun, de sa naissance à sa mort, de quoi vivre dignement, sans condition, individuellement. C'est la liberté pour chacun de choisir son activité. Moi, j'y crois pas, c'est tout. Il faut quand même que soit articulée cette question de l'autonomie, de la responsabilité individuelle, tu vois, et du collectif.
Et je ne pense pas que le revenu garanti soit une piste, enfin en tout cas pour moi c'est une piste valable. C'est tellement génial qu'on ait un salaire, qu'on puisse avoir notre survie assurée, qu'on n'ait pas ça tous les mois à criser. On ne crée pas des emplois parce qu'on a besoin que le travail soit fait, on crée des emplois parce que les gens ont besoin d'un revenu. Moi, c'est quelque chose qui est complètement aberrant quand on y réfléchit. Moi aussi, je continuerai à faire mes activités comme je l'avais fait avant. L'argent est quelque chose qui a pris trop de pouvoir sur toute l'humanité. Hein. C'est là où il y a des problèmes. Bien. Alors, je crois que pour commencer l'émission, il faut juste être très simple et très pédago. Parce que beaucoup de gens se demandent, bah oui, un revenu de base de la naissance à la mort, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans votre esprit, Baptiste Milondo, ça marche comment? C'est versé à qui? Pendant combien de temps? C'est combien? Est-ce qu'il y a des conditions? Comment ça se passe? Alors, c'est versé à qui? C'est versé à tous les membres d'une communauté politique. Donc, si on raisonne à l'échelle d'un État, c'est versé à l'ensemble des résidents d'un État. Il y a des conditions non. C'est versé sans condition et sans contrepartie. Donc, c'est une double inconditionnalité. Donc, sans condition de ressources, sans condition d'activité, d'inactivité. Sans contrepartie, donc sans qu'on soit obligé de rechercher activement un emploi, comme c'est le cas aujourd'hui pour les prestations, enfin pour certaines prestations non contributives. Sans qu'on soit obligé de réaliser une activité d'intérêt général strictement encadrée, etc. Donc, sans condition, sans contrepartie. Tout au long de la vie. Tout le monde, les bébés, les enfants? Tout le monde. Alors logiquement, on introduit une différence quand même de montant entre les mineurs et les majeurs, notamment pour ne pas trop privilégier les familles et donc tenir compte de la situation des célibataires ou des foyers sans enfants. Alors par exemple, les enfants combien, les adultes combien? Enfin les mineurs, pardon, les mineurs combien, les majeurs combien? Alors du coup, moi dans mes propositions, je suis autour de 250 euros par mineur et 1000 euros par adulte. En gros, en se calquant sur le seuil de pauvreté, donc à 60% du revenu médian, donc dans ces eaux-là. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Enfin, en gros, par rapport aux propositions de cause, globalement, donc l'idée c'est que le montant doit être suffisant. D'accord, mais alors c'est un revenu de base, c'est-à-dire que ensuite, si on travaille, on perçoit en plus un salaire. C'est ça, on a la possibilité de le cumuler. Vu qu'il est sans condition de ressources, on a la possibilité de le cumuler avec d'autres sources de revenus, notamment un salaire. Un salaire. Ouais. D'accord. Et si on gagne un gros salaire, on garde tout de même son revenu de base. On garde tout de même son revenu de base. Alors sachant que vous parlez de gros salaire, je ne sais pas à quelle échelle de salaire vous faites référence, mais dans mon optique, le revenu inconditionnel est couplé au revenu maximum. Mais mettons qu'on reste dans le paysage des salaires actuels. Je veux dire, le patron de Total ou le PDG de PSA garde son revenu de base lui aussi. Garde son revenu de base. Alors, il garderait sans doute pas, dans mon optique, il garderait pas son salaire particulièrement élevé, mais il garderait son revenu de base. Alors, il garde pas son salaire particulièrement élevé. C'est-à-dire que votre système fonctionne s'il y a par ailleurs plafonnement des salaires, c'est ça? Alors, c'est pas qu'il fonctionne s'il y a par ailleurs plafonnement des salaires, c'est que simplement, moi, dans le projet politique que je défends, il y a aussi un plafonnement des rémunérations. Enfin, le revenu inconditionnel, pour moi, vient lutter contre la pauvreté et contre les inégalités. Il faut mettre un plancher de revenus avec le revenu inconditionnel, mais aussi, il faut concevoir le plafond de revenus. Enfin, c'est-à-dire que on ne peut pas gagner des sommes exorbitantes. Et aujourd'hui, ce plafond, vous l'estimez à combien? Alors du coup, là, je rejoindrai les propositions de Bernard qui propose... Qui les a pas encore formulées, hein, il va les formuler dans une seconde. Alors du coup, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que tu proposes un rapport de 1 à 4 entre le salaire le plus faible et le salaire le plus élevé. 1 à 4, ça me semble... 1 à 4 oui, sachant qu'aujourd'hui, on est à 1 à 400, hein, c'est à peu près ça. Même plus, je pense. Même plus que 400 oui. Dans effectivement les salaires qui sont dans la stratosphère. D'accord. Mais alors, ce resserrement de l'échelle, ce resserrement drastique de l'échelle des salaires, c'est une condition de l'application du revenu de base ou ça peut marcher même si l'échelle des salaires reste stratosphérique comme aujourd'hui? Alors techniquement, ça peut marcher, mais simplement, on n'est plus dans le même projet politique. Donc au niveau de la transformation de la société, c'est pas du tout le même résultat, a priori. D'accord. Donc, mais ça peut, techniquement, ça peut fonctionner. Mais c'est pas le projet que je défends. Alors après, du coup, juste sur l'idée qu'on va le verser également aux riches, ça, il y a Philippe Van Parijs qui a très bien répondu à cette objection-là. Donc pourquoi est-ce qu'on verserait aussi de l'argent à quelqu'un qui gagnerait, mettons, 4 000, 5 000 euros ou 6 000 euros pour la proposition de Bernard? La question, c'est lutter contre la stigmatisation. Est-ce qu'on veut un revenu pour pauvres ou est-ce qu'on veut un revenu pour tous? Moi, je suis plutôt pour un revenu pour tous. Donc, c'est pas un revenu qui va être généreusement attribué aux pauvres, c'est versé à tout le monde au nom de la contribution de tous à la création de richesse sociale. D'accord, parfait. Alors, Bernard Friot, vous refusez de parler de revenu de base, vous parlez, vous, de salaire à vie. Alors, pourquoi salaire plutôt que revenu?
Parce que le salaire, c'est ce qui exprime notre contribution à la production de valeur économique. Hélas, si on est dans le privé, c'est pas la personne qui est payée, c'est son poste de travail. Si elle n'a pas de poste de travail, elle est au chômage. Et donc, la qualification qui renvoie au salaire, le salaire, ça renvoie à la qualification, la contribution à la production de valeur économique, la qualification est attribuée au poste de travail pour la majorité des salariés en France. Mais nous avons inventé tout à fait autre chose au XXe siècle, qui est la qualification de la personne, à travers le salaire à vie des fonctionnaires, qui, à partir du moment où ils ont un grade, sont payés à vie sur ce grade. Ce n'est pas leur poste qui est qualifié, c'est leur personne qui est supposée produire de la valeur économique, alors que dans l'emploi, c'est le poste qui est supposé produire de la valeur économique, c'est le poste qui est l'objet du salaire, qui est le support du salaire. Dans l'emploi privé, vous voulez dire? Dans l'emploi privé ou chez les contractuels des services publics. Dans la fonction publique, il y a cette innovation absolument phénoménale qui est que le salaire est attribué à la personne. C'est un salaire à vie. Et au grade qu'elle occupe dans la fonction publique. Voilà. Et donc, l'écart interdécile entre les 10% les moins payés et les 10% les mieux payés est à peu près de 4, aussi bien dans les conventions collectives, les bien négociées, que dans la fonction publique. D'où... Excusez-moi, l'écart interdécile, ça veut dire quoi? Entre les 10% les moins payés et les 10% les mieux payés. Le salaire moyen des 10% les moins payés, le salaire moyen des 10% les mieux payés. Le salaire moyen des 10% les moins payés. Là, vous voulez parler de l'écart interdécile de toute la population active française. En moyenne, elle est dans les conventions collectives bien négociées ou dans la fonction publique, c'est de 1 à 4 à peu près. D'où cette proposition de la CGT d'ailleurs, de 4 niveaux de qualification. Et la personne... à 18 ans, se voit attribuer automatiquement, y compris les handicapés congénitaux, enfin tout le monde, c'est un droit politique qui reconnaît que c'est nous qui produisons la valeur économique. C'est pas les actionnaires, c'est pas le capital, c'est pas non plus les postes de travail, ce sont les personnes, et il s'agit de reconnaître cette exclusivité de la production de la valeur par les personnes dans un droit politique comme le droit de vote, c'est-à-dire un droit inconditionnel, irrévocable, avec un premier niveau de qualification à 18 ans, ou à la majorité, enfin à l'âge de la majorité, et puis une possibilité de carrière salariale en passant des épreuves de qualification au cours de la vie, dans une fourchette de 1 500 à 6 000 euros par exemple. On peut démarrer à 1 500 et finir à 6 000. La grosse différence avec la proposition de Baptiste Milandot, c'est qu'effectivement, il s'agit là d'un salaire donc qui n'est pas cumulable avec un autre salaire quel qu'il soit. Il n'y a pas deux chèques, il y a un seul chèque. Il y a un chèque. Parce que nous ne sommes pas dans la lutte contre la discrimination, ni dans la lutte contre la pauvreté. Nous sommes dans l'affirmation que le capitalisme est un mode de production qui est en train de nous mener à une situation écologiquement insupportable pour les personnes, insupportable quant à la qualité de leur travail concret, etc. Et qu'il s'agit de sortir du capitalisme. Et pour sortir du capitalisme, il faut en finir avec le marché du travail, d'une part, et donc tout le monde doit relever d'un salaire à vie pour toutes ses ressources, et d'autre part, en finir avec la propriété lucrative des entreprises. Est-ce que le salaire est aussi versé aux mineurs et aux chômeurs? Il est versé aux chômeurs par définition. Il n'y a plus de chômeurs, puisqu'il n'y a plus de passage par l'enfer du chômage. Il n'y a plus de chômeurs, je ne comprends pas. Mais non, il n'y a pas de chômeurs. Le chômage, c'est... Il n'y a plus de chômeurs. Le chômage, il est lié au fait qu'il y a des emplois. Hein. Oui. Si vous avez des emplois, vous attribuez du salaire au poste de travail. C'est ça l'emploi. Hein. La différence entre le grade du fonctionnaire ou le salaire à vie du retraité. Hein. Le retraité est en situation de salaire à vie. Hein. Ce qui fait quand même qu'il y a... Si on prend la moitié des retraités, parce que sur les 15 millions de retraités, il y a aussi beaucoup de retraités qui sont dans la survie, on ne peut pas parler de salaire à vie. Mais pour la moitié des retraités, la pension est proche du salaire d'activité. On a donc 7 millions de personnes, plus les 5 millions de fonctionnaires. Vous voyez, il y a 12 millions de personnes qui sont en situation de salaire à vie en France et qui ont un rapport au travail qui est plutôt meilleur. Hein. Si on prend les retraités, c'est évident. Hein. Ils ont un rapport au travail qui est excellent. Les enquêtes sur et leur bonheur au travail est incontestable parce qu'ils sont payés à vie. Ah non, mais c'est fondamental. Le rapport au travail est bien meilleur quand on a un horizon long et quand on ne dépend pas de l'arbitraire des capitaux. Alors, les chômeurs, les millions de chômeurs qui sont actuellement en France,
si on passe au système de salaire à vie, ils vont où chaque matin? Eh bien, soit ils créent leur entreprise, soit... Attendez, attention, les entreprises sont la propriété collective. J'entends bien, mais alors... Attention, nous ne sommes pas dans une situation où vous avez un propriétaire qui embauche et licencie. Le chômeur, là, se lève le matin, il va où? Mais pourquoi voudriez-vous qu'il y ait des chômeurs? Il n'y a pas de chômeurs dès lors que... Mais vous êtes d'accord qu'en ce moment en France, il y a 3-4 millions de chômeurs? Ah ben, il y a 3-4 millions de chômeurs parce que ArcelorMittal ferme des usines, parce que Peugeot est incapable d'assumer l'activité au niveau où elle pourrait l'être. Bien sûr, il existe à cause du coût du capital. Dans notre pays, le capitalisme met une chape de plomb incroyable qui met des gens au chômage. D'accord, mais le jour où on instaure le salaire à vie, ces chômeurs sont embauchés où? Ces chômeurs s'embauchent eux-mêmes, vous comprenez? C'est ça qui est très important. Et je renvoie à tous ces trentenaires qui refusent le marché du travail aujourd'hui. Il y en a des quantités, qui d'ailleurs sont tentés par le revenu à vie parce qu'ils en ont marre. Le RSA, quand on touche, parce qu'ils bricolent avec le chômage, le RSA pour faire de l'informatique dans des conditions plus démocratiques, pour faire de l'agriculture bio, pour faire des tas d'activités culturelles ou diverses choses de gens qui politiquement sont très avancés parce qu'ils refusent le marché du travail. Ils ne veulent pas d'employeurs, ils ne veulent pas d'actionnaires, ils veulent produire, libérer du marché du travail des actionnaires. Ces trentenaires-là... Ils s'embauchent eux-mêmes. Alors, excusez-moi, je suis peut-être un peu obtus, mais je ne comprends pas. Ils s'embauchent eux-mêmes, ça veut dire que concrètement, ça se passe comment? Tout ça est inséparable de la maîtrise de l'investissement. Et pour maîtriser l'investissement, nous produisons 2000 milliards d'euros par an à l'heure actuelle. Il y en a 700 qui vont à des propriétaires. Une activité purement parasitaire. 35% de ce que nous produisons va à des parasites. Bien. Ces 700 ne nous reviennent aux conditions où ceux qui nous les ont piqués acceptent de nous les restituer que pour 400 milliards. Il y a 400 milliards d'investissements. Ces 400 milliards d'investissements... nous n'en avons aucune maîtrise. Donc si nous supprimons ce droit de propriété lucrative, il faut bien sûr une bagarre politique qui sera considérable, mais si nous supprimons ce droit de propriété lucrative, eh bien les 700 milliards, nous les récupérons dans une cotisation économique qui permet de financer l'investissement, mais sans prêt, puisqu'il n'y a de prêt que parce qu'il y a eu des gens qui ont piqué d'abord. Donc l'accès de ces chômeurs à la capacité de produire va être bien plus élevé parce que leur accès pas au crédit, mais au financement de l'investissement par subvention des caisses va être très supérieur. On récupère 700 milliards, c'est bien ça? Oui. La collectivité récupère 700 milliards, oui. La collectivité investit? Pas 700 d'ailleurs, parce qu'il faut plus d'argent pour financer un salaire à vie. Entre 1500 et 6000 milliards d'euros, il faut plus que 1300 milliards. Mais la collectivité, c'est l'État? Non. C'est qui? Non, parce que nous avons déjà inventé le commun avec la sécurité sociale. Moi, toute ma réflexion, elle vient d'une histoire de la sécurité sociale que je raconte dans Puissance du salariat. Alors, attendez, qui investit ces 700 milliards, concrètement? Vous dites qu'il y a 700 milliards, si je comprends bien, vous dites qu'il y a 700 milliards, on va les investir. 600, on va dire 600. On va dire 600. Il y a 600 milliards, on va les investir. C'est-à-dire, les investir, ça veut dire qu'on va créer des ateliers, des usines, des unités de production. Mais elles existent déjà. Alors on les investit comment, ces 600 milliards? Alors attendez, ces ateliers et ces usines existent déjà, elles vont devenir la propriété de leurs salariés. C'est pour ça qu'il est extrêmement important que chaque fois qu'un patron met la clé sous la porte, on répande l'idée que l'entreprise doit revenir aux salariés de la boîte avec des conditions de marché et de fournisseurs qui lui permettent de rendre viable l'entreprise. Ça, c'est des choses qui avancent d'ailleurs progressivement, cette idée-là avance. Donc les entreprises, elles existent déjà de toute façon. Elles vont devenir la copropriété d'usage de leurs salariés. Et alors quand vous dites on investit 600 milliards, on les investit de quelle manière? On met l'argent où? On crée quoi? Eh bien les entreprises, elles dégagent une valeur ajoutée, d'accord, qui est donc de 2000 milliards d'euros. Et au lieu d'attribuer 700 milliards à des propriétaires, nous affectons une partie du PIB, à hauteur par exemple de 30%, de 600 milliards, à des caisses d'investissement qui sont, comme la Sécu, entre 47 et 62, gérées par les salariés eux-mêmes. Nous savons faire, on a géré l'équivalent de budget de l'État par des salariés qui élisaient les directeurs de caisse, entre 47 et 62. N'oublions jamais cette expérience qui est quand même extrêmement positive. Et ces caisses vont subventionner, il n'y a pas besoin de
crédit, hein, elles vont subventionner les entreprises. Et pour la part de l'investissement qui nécessite une création monétaire, parce qu'on ne peut pas investir exclusivement avec la part du PIB en cours, il faut aussi anticiper, bien sûr, la valeur qui va être créée en plus l'année d'après. Eh bien, il y a une création monétaire par ces caisses d'investissement. Elles ont, par exemple, 300 milliards en caisse parce que l'investissement va être fait par de l'autofinancement. Les entreprises vont conserver, par exemple, 15% de leur valeur ajoutée pour de l'autofinancement. Et puis, il y aura 15% de cotisations qui iront à des caisses, donc 15% de 2 milliards, ça fait 300 milliards. Si elles ont 400 milliards de projets d'investissement qu'elles jugent bons, eh bien elles créeront 100 milliards de monnaie pour honorer et anticiper ces 400 milliards. Alors, on va donner la parole dans une seconde à Michel Husson. D'abord, Baptiste Milondo, est-ce que vous êtes convaincu par le modèle décrit par Bernard Friot ou pas? Et sinon, qu'est-ce qui vous en sépare? Alors, sur certains objectifs, on se rejoint complètement sur l'idée de suppression de la propriété lucrative. Enfin, on est d'accord. Simplement, moi, je m'appuierais davantage sur des coopératives. Donc, Bernard en parlait. Ça existe déjà, des entreprises qui appartiennent à leurs employés. Leurs salariés. Ça existe déjà. Enfin, l'objectif des coopératives, en plus, c'était l'abolition du salariat, du lien de subordination, la reprise en main du processus de production par les salariés qui doivent le définir eux-mêmes. Alors pourquoi pas verser un salaire? Pourquoi un revenu? Pourquoi pas dire, voilà, il y aura une échelle des salaires. Dans la nouvelle économie, il y aura une échelle des salaires de 1 à 4, et puis... Alors, du coup, ce qui nous sépare, il y a deux choses essentielles qui nous séparent. D'une part, il y a la question du montant. Donc moi je suis décroissant, je pars du principe, je suis décroissant et objecteur de croissance. Objecteur de croissance, ça veut dire que je considère que la croissance économique n'a aucune raison d'être un objectif politique aujourd'hui. Décroissant, je considère qu'on produit trop, on consomme trop. Bernard dit Peugeot est incapable de faire fonctionner son entreprise en gros au maximum de sa production. Mais à quoi ça sert en fait? Pourquoi est-ce qu'on voudrait absolument construire encore plus de voitures, etc. Dans une optique écolo, on n'a aucune raison de continuer à produire autant. Il faudrait aussi repenser le système. Et du coup, à partir du moment où on se dit il y aura une échelle de salaire entre 1 500 et 6 000 euros, de fait, on construit un monde qui est écologiquement insoutenable. De fait. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop. À partir du moment où on se dit le salaire minimum, ça doit être 1 500 euros. L'échelle est trop large, je voulais dire. Non, ça veut dire que si on dit que le salaire minimum, ça doit être 1 500 euros, ça veut dire que le salaire moyen, et que le salaire maximum, ça doit être 6 000 euros, le salaire moyen, il est beaucoup plus élevé que le salaire moyen actuel, avec une capacité de consommation qui dépasse largement les capacités de renouvellement de la nature. Non, mais tout dépend la part relative de ceux qui sont à 1 500 et de ceux qui sont à 6 000. Oui, non, mais combien même? Le salaire moyen ne sera pas au milieu. Oui, non, mais il ne sera pas au milieu. Si tu veux un salaire moyen que le salaire actuel, et on n'a pas une situation soutenable aujourd'hui. Oui, mais un salaire moyen de 25 000 euros par personne et par an pour 50 millions de... C'est un droit du sol, comme ce que tu dis, bien sûr. Pour 50 millions de personnes présentes sur le territoire français de plus de 18 ans, ça fait 1 250 milliards, c'est-à-dire un petit peu moins que ce que nous consacrons aujourd'hui au salaire et aux revenus de travailleurs indépendants. On est à 1 300 milliards. Et là, vous êtes à un salaire moyen de, vous dites 25 000 par an, ça fait 2 000 par mois, quoi, en gros. 2200 par mois. Et c'est pas soutenable écologiquement. Ça, tout dépend de ce qu'on appelle valeur économique. Si la valeur économique, c'est ce que produisent les retraités, ils font plus de liens sociaux que de kilomètres d'autoroute. Et lorsque je parlais de Peugeot, c'était l'incapacité de groupes capitalistes qui aujourd'hui décident de ce que c'est que les transports à assumer nos transports de façon qu'ils soient écologiquement viables, bien sûr. Et nous manquons de transports en commun, nous manquons de gratuité dans les transports en commun, toute chose qui peut devenir possible à partir du moment où ce n'est plus Peugeot qui décide de ce que c'est que le transport. D'accord, donc à partir du moment où c'est socialisé, où ce sont les salariés qui eux-mêmes gèrent cette caisse, voilà. Vous appelez de vos voeux, du coup les projets de société seront autrement différents et peut-être plus portés vers l'écologie ou la décroissance. Je l'espère, je ne crois pas au peuple vertueux non plus, on ne peut pas forcément attendre des salariés du CEA qu'ils décident d'arrêter l'énergie atomique. Oui. C'est pour cela qu'il y aura un débat politique permanent, bien sûr. Mais ça... Y compris les salariés de Peugeot, je veux dire... Mais bien sûr, bien sûr. Mais beaucoup de salariés de Peugeot, il y avait une des phrases dans ce qui a été donné comme documentaire qui disait ça, beaucoup de salariés de Peugeot défendent leur emploi. Ils ne défendent pas la construction automobile. Je prends par exemple les salariés de Thales
qui sont en train de réfléchir à la conversion d'une partie de leur industrie d'armement à des fins civiles, ils se heurtent à un diktat de la part de directions qui n'entendent pas les salariés, hein, bien sûr. Michel Husson, une réaction sur ce que vous venez d'entendre et voilà, sur les deux projets concurrents et complémentaires qui viennent d'être décrits. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je veux dire, je parle aussi d'un point de vue qui est positif, qui n'est pas seulement critique, c'est-à-dire, pour moi, la question clé, c'est celle de l'emploi, avant celle du revenu. Et donc, mes deux grands axes, c'est la réduction du temps de travail et des créations d'emplois, ce que j'appellerais ex nihilo, c'est-à-dire des créations d'emplois avec une réflexion sur, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend employable? En gros, pour être employé, il faut être rentable. Et donc les normes de rentabilité s'élèvent et il y a toute une série de gens qui sont considérés comme non employables parce que pas suffisamment productifs. C'est la théorie un peu économique mainstream, comme on dit. Et donc l'idée, c'est de renverser ça et de dire, prenons les choses à l'envers, la société a des besoins sociaux, écologiques, et donc on crée des emplois, on fonctionne, on raisonne à l'envers. Bon, voilà. Et donc c'est centré sur l'emploi. Et il y a deux niveaux de la discussion. Il y en a un qui est sur, en gros, ce qu'on pourrait appeler des modèles de socialisme, parce que quand tu veux dire abolir la propriété lucrative, c'est abolir la propriété privée des moyens de production avec une nouvelle sémantique. Ensuite, l'idée de savoir qui décide où est-ce qu'on va mettre le paquet, où est-ce qu'on va investir, c'est un débat sur la planification, son degré de décentralisation. Enfin, tout ça, c'est des débats classiques sur une société alternative. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les moyens d'y passer, d'avancer sur cette question. Hein, pour prendre l'exemple de la Suisse dont vous parlez, en même temps que cette campagne-là, il y en a une autre pour un salaire minimum qui est portée par le principal syndicat suisse. Quand je prends la manifestation des chômeurs qui a eu lieu le dernier samedi, leur revendication, il n'y a pas de revenu garanti universel. Il y a une augmentation des minima sociaux, là-dessus tout le monde est d'accord. Il y a une réduction massive du temps de travail. Il y a toute une série de choses sur l'indemnisation du chômage, sur le fonctionnement du Pôle emploi. Et donc il y a des objectifs de transition immédiats avec une perspective qui est la création d'emplois pour tous. Et je veux dire, et c'est ça qui me rend réticent. Mais quand on dit transition, c'est-à-dire que vous considérez que les revendications traditionnelles des salariés, des ouvriers, telles qu'elles sont exprimées par exemple en Suisse, là, ne sont que des revendications de transition et que l'objectif, pourquoi pas, resterait quand même d'arriver un jour à un système de revenus de base ou de salaire à vie? L'objectif prioritaire, c'est que tout le monde, qui ait le droit à l'emploi. C'est que tout le monde bosse. Moi, j'avais une formule, c'était tous salariés pour abolir le salariat. Parce que une fois que... Ce qu'on mesure mal, c'est à quel point le chômage est un levier du rapport de force entre le capital et le travail. Mais la solution Friot vous paraît pas une solution de nature à arriver à garantir le droit à l'emploi de chacun, tel qu'il vient de la décrire là? Apparemment, ça ne l'intéresse pas. C'est-à-dire quand vous lui avez demandé que font les gens, Bernard Friot, que font les gens qui touchent le revenu le matin, ça n'intéresse pas. Ah bah si. Non, ils font ce qu'ils veulent, etc. Ils ont des activités annexes, mais je veux dire, l'idée que la question principale, et c'est une question immédiate. Aujourd'hui, il y a 5 millions de gens qui sont en dehors d'un emploi décent et correct, etc. Si on leur dit, bon, dans la société idéale, tout le monde gagnera entre 1500 et 6000 euros et tout le monde aura un revenu garanti, je veux dire, l'absence de mobilisation d'intermédiaires n'existe pas. Et par exemple, sur le revenu universel, si vous faites d'un seul coup, c'est une énorme grand soir, une énorme modification brutale de la répartition des revenus. Si vous dites, oui, mais on le fera petit à petit, à ce moment, vous commencez... Au lieu de 1000 euros, vous commencez à 200, vous commencez à 400, etc. Ah ben si. Non, on peut aussi imaginer soit par catégorie, enfin c'est pas forcément on augmente le montant progressivement. On peut mettre en place des fragments de revenus inconditionnels qui sont pas... Des fragments, je veux dire, sur des populations qui ont très peu de revenus. Et du coup, quelle serait la différence avec le RSA, par exemple, aujourd'hui? Alors, j'imagine que c'était comme ça que vous découpiez les choses, pas forcément en termes de montant d'allocation. Non, alors non, du coup, donc le revenu inconditionnel, dans mon optique, c'est un projet politique plus large. Donc je parlais tout à l'heure des coopératives. Donc par exemple, généraliser les coopératives, donc soit SCOP, soit société coopérative d'intérêt collectif, qui fonctionnent exactement, à un niveau
déconcentré, enfin décentralisé, comme ce que préconise Bernard au titre de la maîtrise de l'investissement. Donc on dit tout le monde est propriétaire de sa SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Il n'y a pas de plus-value réalisée à la revente des parts sociales, donc il n'y a pas de propriété lucrative, il n'y a pas de dividendes, et on prend tous collectivement les décisions sur... C'est déconnecté du revenu de base. Ça peut ouais, être fait isolément. Ouais. Ouais, mais c'est dans un projet global. De la même manière, on peut baisser les salaires, on peut essayer de plafonner les salaires les plus hauts sans pour autant mettre un revenu de base. Mais moi, je voulais savoir ce que vous entendiez par on peut y aller progressivement, puisque ce n'est pas apparemment par le montant de ce... Par fragment, donc revoir à ce moment-là le RSA, augmenter le RSA en disant il n'y a pas de contrepartie. Donc on verse un revenu, alors éventuellement sous condition de ressources, sans contrepartie. On ne dit plus aux bénéficiaires du RSA, oui, mais vous devez réaliser un travail d'intérêt général ou rechercher activement un emploi. On revoit le système des intermittents, en disant, allez-y, faites des choses et des machins. De toute façon, on considère que c'est bon pour la société. Déjà, reconnaître, en fait, l'idée, c'est reconnaître que l'utilité sociale déborde largement de l'emploi. Enfin, c'est ça, en fait, le gros problème que j'ai avec le discours de Michel. Non, mais je trouve que là-dessus, on est d'accord. L'augmentation des minima sociaux... non, mais sur la question de l'emploi. Je dis, l'essentiel, c'est l'emploi. Moi, mon problème, c'est qu'on est dans une survalorisation de l'emploi. S'il y a un problème de chômage, c'est parce qu'on dit aux chômeurs, vous n'êtes rien si vous n'avez pas d'emploi. Okay. Alors que de fait... expliquer aux chômeurs qu'on est dans une survalorisation de l'emploi. Non, mais ils le vivent. C'est ça le problème, c'est qu'ils le vivent. Bien sûr, ils en sont victimes. C'est les premières victimes. Ils sont victimes de la survalorisation de l'emploi ou ils sont victimes du fait qu'ils n'ont pas d'emploi? Ils sont pas d'emploi, ils sont victimes de quoi? Une société qui survalorise l'emploi. Et du coup, qui dit ceux qui n'ont pas d'emploi sont des moins que rien. Alors qu'il faudrait reconnaître l'utilité sociale aussi des chômeurs. Ils ne sont pas que des demandeurs d'emploi. Et alors, on les cantonne dans ce rôle-là. Ça nous amène à la question du travail. Hein. On a lentement dérivé sur la question du travail. Alors vous allez répondre à ce que disait Husson tout à l'heure. Est-ce que vous moquez ou pas de ce que font les gens qui se lèvent le matin voilà. Mais effectivement, cette question nous amène à l'image, au statut et au rôle du travail dans une société dans laquelle on serait au revenu de base ou au salaire. Et c'est vrai que quand on me dit il faut en finir avec le travail, irrésistiblement, moi je repense au film d'Yves Robert, Alexandre le Bienheureux, qui est sorti il y a longtemps, en 1968, avec Philippe Noiret dans le rôle d'Alexandre, un homme qui veut prendre le temps de prendre son temps, et j'ai pas résisté à l'envie de t'en diffuser un extrait. Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Toujours dans mes jambes, toujours à me renifler, à pousser du museau, à faire le guet. Oui. Je bouge, tu dors couché en rond. Je m'arrête pour attendre, te voilà en arrêt à renifler le vent. Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Toi aussi, il faut que tu remues, tu cavales. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? On a le temps. Faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Comprends-tu? Regarde-les. Mais regarde-les. D'un bout du champ à l'autre, ils courent. Après quoi, je te le demande, hein? Crevés comme moi, ils sont le soir. Ils s'endorment fatigués et ils se réveillent plus fatigués encore. Et ça continue. Et ça n'en finit pas de durer d'être pareil. Oh, il y a un moment, c'est pas moi-même. C'est bien que c'est pas ça, quoi. Dis donc, Sanché. Paraît qu'on condamne des gars aux travaux forcés. Travaux forcés, je connais. Pourtant, j'ai rien fait, moi. Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Tu me rappelles quelqu'un. Dis donc, t'as déjà regardé une fleur de carotte? Tiens, regarde ça. Ben, tu vois, c'est ça la vie. Tiens, je m'enroule une. Puis je vais me la faire moi-même. Puis je vais prendre le temps de me la faire. Puis je vais prendre le temps de me la fumer. Et puis je vais prendre le temps d'en profiter. Et puis je vais prendre le temps de faire. Alors il faut savoir que Philippe Noiret dit tu me rappelles quelqu'un, il fait allusion à... Un DRH quelconque. Pas du tout. Vous n'avez pas vu le film? Non. Vous l'avez vu? Non. Moi je l'ai vu mais j'ai oublié. Alors je vais vous le dire, il fait allusion à sa femme. Qui n'arrête pas de le pousser à bosser, à être productif, toujours plus. Et alors que lui n'a qu'une seule ambition, c'est de se coucher dans les blés.
Est-ce que c'est le fantasme, avoué ou inavoué, derrière finalement votre vision de société? Il y a un petit retour de Philippe Noiret, voilà. Est-ce que c'est le fantasme derrière votre projet de société d'un revenu de base, finalement, une société où on ait le droit à la paresse et où on ait le droit de regarder pousser les fleurs? Qu'on sorte de la frénésie de la surproduction, oui, ça clairement. Enfin, aujourd'hui, alors c'est aussi... Voilà, on se dit, donc l'emploi, il faut absolument que tout le monde ait un emploi, dans une optique de plein emploi. On va créer des emplois. Donc en fait, on se rend compte que finalement, c'est tout notre système économique a pour produit final l'emploi. Donc pourquoi est-ce qu'on cherche de la croissance? Pour que tout le monde puisse bosser. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez les Shadocks. Le principe, c'est que les Shadocks, ils pompent. Nous, on pompe. Pourquoi est-ce qu'on pompe? Pour que tout le monde puisse pomper. C'est complètement absurde. On va créer des emplois. En même temps, Noiret, si vous voulez, s'il passe sa journée couché dans les blés comme ça, si vous voulez, à la fin de la saison, il n'y aura pas beaucoup de farine pour faire le pain. Je veux dire, pour dire les choses d'une manière très, très primaire. Oui, mais alors du coup, voilà. Alors à ce moment-là, on n'est pas obligé de tomber dans l'autre extrême, mais se dire qu'aujourd'hui, on est dans une société de surproduction. On perd notre temps à produire juste parce qu'il faut absolument produire et créer des emplois. Il y a sans doute quand même une question à se poser. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup aussi de détruire des emplois? De se dire que si on veut davantage de temps libéré, c'est-à-dire que toute la richesse sociale, toute la richesse ne passe pas nécessairement par l'emploi. C'est ça qu'il faut dire aux chômeurs déjà. Toute la richesse ne passe pas nécessairement par l'emploi. Il y a des tas d'autres choses bien plus intéressantes à faire que de bosser tous les jours de 9h à 17h, 18h. Ça me rappelle une formule qui n'était pas lui, mais que citait Karl Marx. Il disait « Le meilleur moyen de mesurer la richesse d'une société, c'est son temps libre ». Mais je ne vois pas de contradiction. Créer des emplois, mais par une réduction massive du temps de travail. C'est quoi massive? Une réduction massive du temps de travail. Oui, de 30 heures, c'est ça? Oui, 30 heures, c'est beaucoup trop. Non, mais clairement, moi je bosse à mi-temps. Bien sûr, mais c'est très facile. Oui. Mais non, mais passons à 20h demain, très bien. Oui, non, mais voilà, c'est je veux dire, massive. Mais il n'y a pas de sens politique à tout ça. C'est-à-dire, il faut aussi convaincre les gens que ce qu'on leur propose, c'est un projet pour lequel on peut se battre parce qu'il est crédible. En les baladant sur des trucs utopiques du genre travailler 2 heures par jour comme le collectif Adret, etc., ce qui n'est pas faux dans l'absolu, mais je veux dire, on mobilise pas. Il y a besoin de convaincre qu'on a un projet crédible et donc d'avoir des trucs intermédiaires. Ne serait-ce que revenir vraiment aux 35 heures, passer aux 32 heures, le projet de la Route-Turou, par exemple, je trouve... Comment? Ça ne change pas du tout la place de l'emploi dans la société? Ça change la place de l'emploi à partir du moment où le droit à l'emploi est effectif. Oui, mais le droit à l'emploi, précisément, qu'est-ce qui mine les conditions de travail? Qu'est-ce qui permet de faire monter la précarité? C'est le chômage. Oui, mais pourquoi? C'est le fait que tu mets en concurrence les gens qui sont exclus et ceux qui sont dedans. Et le chômage est exclu. C'est pas qu'ils ont pas d'emploi, c'est juste qu'on leur dit si vous n'avez pas d'emploi, vous faites même pas partie de la société. C'est ça qui fait qu'ils sont exclus. Si on leur dit, au lieu de leur dire vous n'avez pas d'emploi, vous êtes exclu de la société, on dit vous faites des tas de choses qui sont intéressantes, qui sont utiles. Vous pouvez encore faire encore plus si on vous débarrasse de cette obligation de rechercher activement un emploi, d'être uniquement des demandeurs d'emploi. C'est quand même toute leur situation qui change aussi. Ok, mais c'est prendre pour acquis le fait qu'ils ne sont pas dans l'emploi. Et ça, je m'y refuse. Je m'y refuse. C'est là mais pourquoi vous ne voulez pas qu'ils soient dans l'emploi? Comment? Pourquoi vous y refusez? Je me refuse à prendre comme acquis la fin du travail et qu'il y a 5 millions de personnes qui ne sont pas dans l'emploi. Oui, mais je pense qu'il faut bien différencier le travail et l'emploi. Oui. Moi, je suis un promoteur du travail. Je combats le capitalisme parce qu'il est incapable, aujourd'hui, dans les pays capitalistes développés, d'organiser le travail sous une forme qui soit humaine, et pour la société et pour les personnes. Il s'agit bien, au contraire, de valoriser le travail, mais à condition de ne pas le confondre avec l'emploi. Et du point de vue de la stratégie politique, nous avons 30 ans de bataille pour l'emploi, qui ont succédé à 50 ans de bataille pour le salaire. J'ai étudié dans Puissance du salariat 1920-1970, quand on se bat pour le salaire. La bataille pour le salaire, elle a été extrêmement réussie. La bataille pour l'emploi, elle est perdue, d'avance, par définition. Il n'y a pas
dans le capitalisme de plein emploi possible. Et revendiquer... Elle est perdue, mais donc elle ne vaut plus la peine d'être menée. Elle est contre-productive. Se battre pour le plein emploi, c'est se battre pour plein d'employeurs. C'est se battre pour ne pas sortir du capitalisme. Il faut sortir du capitalisme, c'est urgent. Et à m'adresser à des tas de publics, hein, aussi bien CGT, Solidaire, FSU, CNT, que Front de Gauche, NPA, Alternatives diverses et variées, Attaque ou Amis du monde diplomatique, ou des collectifs de chômeurs, dont celui de Quimper qui vient de sortir un bouquin remarquable, hein, abolir le chômage, en finir avec l'emploi. Bernard Friot, dans votre société où on bénéficie donc du salaire à vie, qu'est-ce que vous faites des Alexandre le Bienheureux? C'est-à-dire des gens qui non seulement ne veulent pas d'emploi au sens classique, mais ne veulent pas entendre parler de travail. Parce qu'il y en aura. Ces gens-là, non mais attendez, Alexandre le Bienheureux est beaucoup moins dangereux que le tiers de ceux qui travaillent aujourd'hui, qui sont des gens extrêmement dangereux. Je rêverais que reste dans les blés un DRH, que reste dans les blés un type qui conditionne le Mediator. Enfin. En quoi le tiers des travailleurs, en quoi ils sont potentiellement dangereux? J'ai pas saisi. Ah ben écoutez... la population active française, c'est pas que des DRH sadiques et des fabricants de Mediator. Je pense que le tiers des emplois actuels est contre-productif, inutile, antidémocratique. Donc, de ce point de vue-là, je rejoins tout à fait Baptiste. Vous ne voulez pas me répondre sur Alexandre Bienheureux? Vous en faites quoi? Vous le forcez à aller bosser? Mais sûrement pas. C'est un droit inconditionnel, le salaire à vie. D'accord. Donc vous lui versez son salaire à vie, même s'il reste touché dans les blés. Mais bien sûr. D'accord. Mais nous avons aussi... Attendez, les choses changent. Nous avons la conscience que l'économie, c'est pas c'est pas des propriétaires qui décident à notre place, c'est nous. Donc du coup, il y a une forme de responsabilité collective qui va s'éduquer, tout comme s'est éduquée la responsabilité collective en matière de délibération politique avec le suffrage universel. Je ne crois pas au peuple vertueux, j'ai dit tout à l'heure, mais je crois aux institutions vertueuses qui génèrent les capacités qu'elles postulent. Tout comme le suffrage universel a généré les partis politiques, la liberté de presse, tout un tas de choses d'éducation civique. De même, le salaire universel va générer des formes d'éducation collective qui feront que on aura conscience que c'est de la capacité que nous manifestons à produire la valeur économique que dépendra le salaire de chacun. Et donc il y aura des formes de responsabilisation collective qui seront la solidarité salariale. Expliquez-moi comment, avec le salaire à vie, on va en finir avec les affaires du Mediator. C'est-à-dire comment on va rompre avec un système dans lequel, effectivement, les entreprises pharmaceutiques produisaient des médicaments potentiellement dangereux et les médecins les prescrivaient. Mais pour ce que dit Marx de la production de valeur, lorsqu'on est dans une société qui est déterminée non pas par le tout emploi, ça je ne le crois pas, mais par le tout profit, pour dire les choses de façon savante, MAM se transforme en AM. A', c'est-à-dire que l'échange qui a pour but de mettre en relation des valeurs d'usage se transforme en recherche du profit, quelle que soit la valeur d'usage produite. Donc, dès lors que nous en finissons avec la propriété lucrative et ce qu'elle implique, avec le marché du travail et ce qu'il implique, ça ne rendra pas le peuple vertueux, je suis d'accord, mais nous créons les conditions d'une possible délibération politique en matière d'écologie, etc., etc. Je reviens sur ce que disait Michel à propos du plein emploi. Nous sommes plus proches du plein emploi aujourd'hui dans les 30 Glorieuses. Si on prend le taux d'emploi des... Bien sûr, évidemment, bien sûr. Et quantitativement et qualitativement. Quantitativement, si on prend le taux d'emploi des 20-60 ans, avant, les gens sont à l'école, après ils sont en retraite, en tout cas c'est ce pour qu'on se bat, il est aujourd'hui de 76%. C'est des statistiques qui ne sont jamais publiées. On publie toujours les 15-64 ans, enfin des machins comme ça. Bon. Mais si vous prenez les 20-60, on est à 76%. Si vous prenez le taux d'emploi des 20-60 ans au recensement de 62, par exemple, qui est tout à fait caractéristique des 30 Glorieuses, nous sommes à 67%. Le taux d'emploi, il a augmenté de 10 points.
Parce qu'on oublie toujours les femmes quand on parle du prétendu plein emploi voilà. des 30 Glorieuses. Voilà. Donc, il a augmenté de 10 points. Et qualitativement, alors les travaux de nos collègues de Toulouse ont très bien montré comment le mauvais emploi est beaucoup plus grand dans les années 50 relativement à l'emploi total qu'aujourd'hui. Si on entend par mauvais emploi l'emploi à temps partiel imposé, le CDD, l'intérim, bon, l'intérim n'existait pas encore sous ces formes-là à l'époque, mais il est bien plus important dans les années 50 dans l'emploi total qu'aujourd'hui. Sauf qu'on le remarque plus parce que nous avons créé une norme qui est le CDI. Donc, quand dans les années 70, on crée la norme qui est le CDI, il faut aussi créer les écarts à la norme, qui va être le CDD, le temps partiel, enfin, juridiciser ces écarts à la norme. Mais on ne fait jamais que révéler un mauvais emploi qui était plus important hier qu'aujourd'hui. Donc, si nous sommes aujourd'hui dans une telle déshérence vis-à-vis du travail, enfin, le nombre de gens qui vont au boulot en traînant les pieds, tous les chômeurs, enfin, etc., si nous sommes dans une telle déshérence vis-à-vis du travail... Vous les mettez dans le même sac. Attendez, oui, c'est-à-dire que le rapport au travail... Le gars qui va au boulot en traînant les pieds, vous le mettez dans le même sac que le chômeur, dans la même analyse de déshérence. Oui, parce qu'il a un rapport au travail qui est rendu médiocre. C'est quand même le moins qu'on puisse dire. Soit comme chômeur, soit comme employé dans des conditions de travail concret qui sont très difficiles. Victime de la survalorisation Donc, de l'emploi. Si on est en mesure d'en finir avec ce plein emploi qui met le travail en difficulté, alors on va faire ce que l'on a fait, par exemple, lorsqu'on a proclamé le droit au salaire à vie des fonctionnaires, le droit au salaire à vie des retraités. Lorsqu'on a créé l'UNEDIC, ce n'était pas pour proclamer le droit à l'emploi des chômeurs, on a proclamé le droit au salaire des chômeurs avec l'UNEDIC. C'est la CFDT qui a transformé ça en droit à l'emploi avec l'ARE. Dans votre esprit, le travail, je vais poser une question très très générale et très philosophique. Le travail, c'est une aliénation ou c'est une libération? Le travail est une libération, c'est évident. Nous ne pouvons pas... mais bien sûr pas l'emploi. Mais évidemment, l'emploi, c'est tous les droits aux propriétaires. C'est le fait que c'est le poste qui est qualifié par la personne. Il y a un horizon des personnes qui est nul, puisque ils sont sous la hantise permanente de perdre leur emploi. Donc, bien sûr que le travail, c'est une réalité anthropologique, mais décisive. Et moi, de ce point de vue-là, je peux me démarquer, je ne dis pas de Baptiste, mais d'un certain nombre de tenants, du côté de la critique de la valeur, par exemple, de tenants du revenu de base, qui disent qu'il faut supprimer la valeur, la monnaie, le travail. Ça n'a aucun sens pour moi, aucun sens. Le travail est une réalité anthropologique de fond. Le capitalisme nous empêche de travailler. Nous allons nous approprier ce que nous produisons. Mais tout en reconnaissant que le travail est une libération, vous laissez Alexandre le Bienheureux libre de se rouler les pouces tant qu'il veut. Mais bien sûr. Mais évidemment, j'essaye de comprendre. En plus, moi je pense qu'il y a alors je ne connais pas le film, je l'ai pas vu, mais dans beaucoup de gens qui aujourd'hui se revendiquent du non-travail, il y a une forme de réalisme, je dirais, devant ce qu'est devenu le travail dans le capitalisme. Moi, je comprends qu'on ne veuille pas du travail tel que le capitalisme le transforme. Donc, à partir du moment où on est tous co-responsables de l'activité économique, je ne vois pas pourquoi, et où ce que nous appelons valeur économique change, parce que dès lors que, par exemple, qu'on attribue un salaire aux retraités, on fait bouger la valeur économique vers les activités de ces retraités qui, encore une fois, sont beaucoup plus tournées vers le lien social. À partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi il y aurait une multiplication de gens qui feraient sécession. Ouais, non, juste, je reviens sur le cas d'Alexandre. Pour moi, il travaille, Alexandre. Enfin, qu'est-ce qui nous fait dire qu'il ne travaille pas? Moi, dans mon livre... Non, mais dans mon livre, qu'est-ce qu'on appelle travail, en fait? Alors, expliquez-moi à quoi il bosse, là, dans la séquence qu'on vient de voir, là. C'est l'objection récurrente une des objections récurrentes pour le revenu inconditionnel, qui me semble être l'objection de fond. Il dit, est-ce qu'on ne va pas payer les gens à ne rien faire? Et la question, c'est qui ne fait rien? Et pour moi, alors je prends l'exemple de l'anachorète, par exemple, dans mon dernier bouquin. L'exemple de l'anachorète. Je me dis, un anachorète, donc quelqu'un qui vit tout seul dans son coin et qui passe son temps à philosopher, ce que fait Alexandre dans Les Blés. En gros, c'est un anachorète. Ça change la société. Ça nous interpelle.
faut se dire que voilà, finalement, il y a des gens qui ne sont pas embarqués dans cette frénésie de surproduction. Donc le rôle social d'Alexandre est de nous interpeller. Pour moi, il y a clairement une richesse sociale qui naît de tout ça. Qui essaie de nous interpeller sur notre propre rapport au travail. Cela dit, c'est pas tout à fait faux, parce que dans le film, que vous n'avez pas vu, mais Alexandre interpelle toute la communauté. C'est-à-dire que le village est ahuri, va sous sa fenêtre en disant « Alexandre, sors de ton lit !» parce qu'il est dans son lit à piloter son saucisson et puis son corps. Alors, à piloter son saucisson automatique, il faut expliquer. Il faut voir le film avant la fin de l'année, ça c'est évident. Mais effectivement, il interpelle les villageois et crée le débat au sein du village. Et pour vous, c'est un auteur qui écrit un bouquin contre le plein emploi ou la valeur travail. C'est juste le mode. Non, mais le média est différent. Mais à l'arrivée, ça pose exactement la même question. Ça dépend du nombre de lecteurs du bouquin. Non, mais alors non, on peut pas dire ça. On peut pas dire que l'utilité sociale. Contradiction dans ce que tu dis là, c'est-à-dire que ne confondons pas richesse sociale et valeur économique. Parce que pour payer le revenu de base, il faut de la monnaie. Et la monnaie, elle relève de la valeur économique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre avec la valeur d'usage. Donc, mon obsession, c'est pas de dire que tout le monde produit des valeurs d'usage. Évidemment que tout le monde est actif et produit des valeurs d'usage. Ça, il faut le dire. Mais bien sûr, c'est évident, ça. Mais non, parce que tu fais société à partir de la valeur économique, il faut produire de la valeur économique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par valeur économique ? Et c'est là que la question que pose Michel est extrêmement pertinente. Quels sont les chemins pour changer la définition de la valeur économique? Enfin, c'est pas la question qu'il pose, mais il pose la question du chemin. Quels sont les chemins pour changer la définition de la valeur économique? Mais on n'a pas cherché à midi à 14h. Les chemins, on les a déjà empruntés. On a déjà, et je sais si c'est de haute lutte, obtenu que des personnes qui, comme les fonctionnaires ou comme les retraités, où tu faisais allusion aux intermittents du spectacle, qui est aussi un exemple extrêmement intéressant que Mathieu Grégoire a très bien analysé dans son bouquin qui vient de sortir, Les intermittents du spectacle, enjeu d'un siècle de lutte. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'inviter parce que c'est vraiment un bouquin exceptionnel. Nous avons déjà des millions de gens qui prouvent que l'on peut travailler sans employeur, sans actionnaire, que l'on peut produire de la valeur économique. Vous pensez à qui ? Les fonctionnaires ne sont pas des gens qui dépensent. Ou les intermittents. Ils ne dépensent pas, ils produisent, ces gens-là. Ils produisent de la valeur économique. Ce que fait un fonctionnaire, ce n'est pas Jean-Marie Haribey l'a très bien montré, ce n'est pas une dépense publique, c'est une production alternative à la production capitaliste. Alors, à propos du chemin, vous avez parlé du chemin, ce qui pose le problème de la transition, parce que jusqu'à maintenant, dans tout le début de cette émission, finalement, on a essayé de décrire vos différents projets de société, vos différentes visions, mais il faut partir de la situation, je veux dire, si un jour on les met en œuvre, il faudra partir de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et alors, pour vous donner une image peut-être la pire de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, Anne-Sophie, on va emprunter une séquence à un documentaire qui a été diffusé il n'y a pas très longtemps, c'était le dimanche 15 décembre sur France 5, un documentaire intitulé 24 heures chrono dans les coulisses des livraisons de colis. Et ce sont des journalistes qui ont infiltré un entrepôt d'Amazon. Donc Amazon, un géant d'Internet, ce commerçant en ligne, très sollicité en ces périodes de fin d'année pour les achats de Noël. Et donc ces journalistes se sont infiltrés en caméra cachée et vous allez voir, les images sont confondantes. Lui, c'est Thierry Van Reyck. Il est belge, souriant et il est manager. On se prépare pour le rush de Noël et notre but, c'est vraiment de garantir que tous les cadeaux soient livrés en temps et en heure en dessous du sapin. Donc ça, c'est vraiment la grosse priorité pour l'instant. Vous faites combien de commandes par jour? On peut avoir des micro-commandes, c'est-à-dire que vous pouvez commander un article, vous pouvez commander 20, ça dépend. D'accord. Et l'objectif de ce matin, qu'est-ce que c'était? J'ai pas commencé ce matin, je vais pas vous le dire. J'ai commencé tout à l'heure. C'est ce qui était prévu. On passe sur les objectifs, on n'y est pas. Amazon refusera de nous en dire plus sur les conditions de travail dans l'entreprise. Nous décidons alors d'infiltrer l'un de leurs entrepôts. Pour la première fois, nous parvenons à introduire une caméra cachée, malgré d'importants dispositifs de sécurité. Pareil, on attend aussi une productivité. Je vous laisse le temps quand même d'apprendre. En SDR, sur l'équipe du week-end, on est assez sévère sur les productivités. Donc les quotas, on les veut très rapidement. Les quotas qu'exige ce manager, c'est de faire 260 colis par heure. Pour cela, nous parcourons 30 km par jour dans cet entrepôt grand comme 10 terrains de football.
Seuls les plus performants voient leur contrat renouvelé. Dans cet entrepôt, plus de 2/3 des salariés ont été embauchés en tant qu'intérimaires. Des contrats précaires et une cadence parfois difficile à tenir. Le 5e jour de notre infiltration, une jeune femme s'écroule devant nous. Une chef d'équipe tente alors de la calmer. Emmenée à l'infirmerie, elle y restera quelques heures. Nous la retrouvons en fin de journée. Tu m'as fait vachement peur tout à l'heure. Je suis désolée. Ça va? C'est le rythme qui te... C'est juste que hier j'ai fait un très gros pourcentage. Et Gildas, il m'a dit qu'il fallait que je fasse le même. Et je me suis mise à trop couillon quoi. Mais c'est ça, donc voilà, c'est clair. Le truc qui m'envoie à droite, à gauche tout le temps, voilà, comme on est là, c'est pas... Alors, séquence très riche, qui pose plein de questions. Dans la société du revenu de base, que devient le client d'Amazon? Le client, celui qui veut son colis 24 heures après l'avoir commandé. Et que deviennent les salariés et les intermittents embauchés par Amazon? Alors on peut imaginer, on peut espérer que du coup il aille plutôt voir un libraire, même si ça prend un peu plus de temps. Je pensais que vous alliez me dire un truc comme ça. Je sais pas pourquoi, mais... clairement, enfin c'est... là, effectivement, on attend énormément des services qu'on peut s'offrir. C'est aussi tout l'intérêt du revenu inconditionnel, c'est qu'il pose la question des boulots pénibles. Non, attendez, le client. Bon, le client, il va chez le libraire clairement, et il ne trouve pas son bouquin chez le libraire, donc il fait quoi? Il passe une commande et puis il attend que la commande arrive. Même si ça prend une semaine, c'est pas grave. Après, moi, je suis décroissant, l'emblème de décroissant, c'est l'escargot. D'accord, donc ça ne pose pas de problème. Donc il n'y a pas mort d'homme. Non, on peut survivre. Bon, d'accord. Donc Amazon périclite. Ouais. Que deviennent détruisons les emplois, bien sûr. Que deviennent les intermittents et les salariés? Ils ont un revenu inconditionnel. Dans une société qui a mis en place un revenu inconditionnel, ils ont un revenu inconditionnel. Qui n'est pas égal au salaire maigre, j'en conviens, mais quand même supérieur qu'ils perçoivent pour l'instant chez Amazon. Alors, l'idée, c'est qu'on met en place un revenu inconditionnel, donc ça permet de se poser la question des tâches pénibles. À mon avis, ça, c'est un exemple de tâches pénibles. À mon sens, si on leur donne un revenu inconditionnel, c'est pas le client qui va les mettre au chômage, c'est eux qui vont se dire, bah non, moi j'arrête de faire ça. Moi, j'ai plus envie de faire ce boulot-là, qui est mal payé, et avec des conditions de travail épouvantables. Mal payé, mais quand même, excusez-moi, j'insiste, mais un peu davantage que le revenu inconditionnel que vous leur proposez. La question, c'est est-ce qu'il est préférable d'avoir un boulot, ce que David Graeber appelle des bullshit jobs, est-ce que c'est préférable d'avoir des boulots qui servent à rien ou qui servent que parce qu'on est dans une société de surproduction où tout le monde bosse trop, ce qui fait qu'on n'a plus le temps de rien faire soi-même, etc. Est-ce qu'il vaut mieux faire ce type d'activité ou faire les activités de son choix en bénéficiant d'un revenu inconditionnel? Alors ça, c'est typiquement une question pour Michel Husson. Qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'est-ce qui vaut mieux pour ces gens? Faire ces boulots effroyables, dans ces conditions effroyables chez Amazon, ou bénéficier d'un revenu de base et créer sa propre activité ou à la Milondo? Liberté d'activité. Monsieur Husson. Il y aura plein d'emplois comme ça qui ne pourront pas être substitués par la librairie, la bibliothèque du quartier. Non, il faut... Comment? Quels emplois seraient définitivement perdus? Et est-ce que ce sera un problème? Par exemple, conducteur d'autobus. Voilà, conducteur d'autobus. C'est pas drôle, conducteur d'autobus. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Bon, j'imagine que c'est pas drôle. On peut trouver de l'intérêt dans beaucoup de boulots, mais je veux dire, voilà, il y en a énormément. Le conducteur d'autobus? Le conducteur d'autobus, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il fait ce boulot-là. C'est sans doute un boulot pénible. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et du coup, c'est toujours les mêmes qui s'y collent. Vous lui donnez le choix, qu'est-ce qui se passe? Du coup, à partir du moment où il a la possibilité de dire non, on est tous obligés un peu de se demander, mais comment est-ce qu'on va faire marcher ces services-là? Aujourd'hui, on n'a même pas besoin de se poser la question. D'accord. Donc, comment on fait marcher les autobus sans conducteur d'autobus? Ah non, on garde des conducteurs d'autobus. On les garde, vous êtes parents. S'il ne veut pas rester, le gars, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange pour partager les tâches. Les conducteurs d'autobus se barrent parce que vous leur donnez un revenu de base. Hein? Je n'ai pas le permis. Bon, voilà. Qui conduit les autobus? Qui conduit les autobus? Il y a des tâches qui sont sans doute indispensables au bon fonctionnement de la société. Sans doute, vous n'êtes pas sûr? Oui, c'est pour ça sans doute, sans aucun doute. Il y en a pas mal. Assistante ou infirmière de nuit dans les hôpitaux. Il y en a pas mal. Alors, comment il y en a pas mal. Simplement, donc aujourd'hui, la situation, c'est que ceux qui font ces tâches-là sont ceux qui n'ont pas le choix.
D'accord. Mais à partir du moment, Jean-Baptiste Milandau, vous donnez le choix aux gens, comment vous faites pour qu'ils veuillent bien? Qu'est-ce qu'il y a? Jean-Baptiste, c'est Baptiste, c'est pas grave. Ah, c'est Baptiste. J'ai dit Jean-Baptiste, pardon. Donc à partir du moment où les gens qui font ces boulots pénibles ont la possibilité de ne plus le faire, on est obligé de se dire mais comment est-ce qu'on va le faire collectivement? Et donc comment on répond? Alors plusieurs solutions. D'abord, donc on partage les tâches. Donc personnellement, moi j'ai créé une société coopérative d'intérêt collectif, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, une société coopérative d'intérêt collectif dans laquelle il n'y avait pas de division du travail comme c'est le cas aujourd'hui dans la plupart des entreprises. Tout le monde faisait tout. Ce qui fait qu'on n'avait pas de personnel d'entretien. Quel était l'objet de cette société? C'est de la distribution, c'est toujours de la distribution de produits agricoles en circuit court. Donc il AMAP. faut une sorte d'AMAP sous la forme d'une coopérative. Donc il faut aller chercher les produits dans les monts du Lyonnais avec un camion. Moi j'aime pas conduire. Il faut donc faire le ménage après la manutention. Vous n'allez pas conduire, mais vous avez quand même conduit le camion. Bien sûr. Tout le monde fait tout. Tout le monde fait tout. Donc il n'y a pas des gens qui se coltinent uniquement les tâches pénibles. Tout le monde fait tout et à un moment, donc on a des tâches pénibles, on a aussi des tâches gratifiantes. On partage les tâches. Au lieu de se dire c'est toujours les mêmes. Vous expliquez au conducteur de bus. J'aime bien l'exemple du conducteur de bus parce que vraiment ça fait toucher du doigt le. Voilà. Vous expliquez au conducteur de bus qu'il n'aime pas ça, mais qu'il restera tout de même conducteur de bus à mi-temps. Au moins une partie. Une autre partie, il s'occupera de logistique ou de toute autre chose. De choses plus gratifiantes. Alors, juste, je poursuis. Donc, ça, c'est une méthode. Enfin, la première méthode, donc, c'est la destruction autant que possible. Donc, si on peut s'en passer, on s'arrange pour s'en passer. Ensuite, on partage. Et ensuite, on revalorise. Donc, revalorisation sociale et économique. Donc, on se dit, s'il y a des tâches pénibles qui ne peuvent pas être partagées, eh ben, on paye mieux. On fait en sorte que si on a des tâches ingrates, au moins on ait une revalorisation, des compensations économiques. J'ai envie de revenir sur Amazon rapidement parce que ça montre bien ce qu'il y a derrière l'économie supposée virtuelle. Il y a ce genre de travail. On appuie sur des boutons, mais derrière il y a des hommes et des femmes. Non, mais le conducteur de bus, êtes convaincu par la solution Milandau? Oui, en gros, mais le fond, le truc le plus généralisable, c'est la désintensification du travail, parce que ce à quoi on assiste, c'est une intensification du travail, le manager avec les objectifs, la productivité, etc. Et dans les modalités de la réduction du temps de travail, avec création compensatoire, c'est-à-dire qui empêche l'intensification du travail. Si on revient par exemple sur la manière dont on est passé aux 35 heures, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réduit le temps de travail, mais sans créer les emplois. Et la différence entre les deux, ça a été intensification du travail. En même temps, excusez-moi, je m'accroche à l'exemple du conducteur de bus. Oui. Le conducteur de bus, il a ses cadences aussi. Hein. Je veux dire, il faut qu'il fasse sa tournée de bus dans le temps imparti. S'il doit mettre 1 heure et qu'il met 2 heures, les passagers ne sont pas contents. Donc... ça ne veut pas dire qu'il conduira moins longtemps, qu'il conduira plus lentement exprès. Pour faire le même trajet, c'est ça? Mais par exemple, à Amazon, vous doublez les effectifs, vous n'avez pas ce genre de choses, quoi, y compris sur un type de travail qui est de la manutention, qui n'est pas... et puis après, il y a des formes d'organisation du travail qui sont plus collectives, où les gens s'impliquent plus, y compris dans plein de boîtes, quoi. Sur Amazon et sur les autobus. Sur Amazon, mais Amazon doit disparaître. Hein. Aujourd'hui, c'est la grande distribution qui génère les fortunes les plus considérables. Vous avez à propos une excellente enquête de ce mois-ci sur le système Leclerc. Et c'est au détriment vraiment du travail, on le voit bien. Ça supprime les emplois de centre-ville, ça supprime les commerces de centre-ville, là, nous sommes dans le prix unique du livre, ça n'a pas d'incidence sur les salaires des fournisseurs, des salariés des fournisseurs, mais alors dans l'alimentaire, ça a des incidences invraisemblables sur les salaires des fournisseurs. Donc, la grande distribution doit absolument disparaître. Elle n'existe que pour la rentabilité du capital en réduisant les prix à la consommation. Que dites-vous aux clients d'Amazon qui est quand même heureux d'avoir le service d'Amazon, qui n'a pas forcément... Eh bien, je l'adresse à côté, rue Losserand, je l'adresse à Tropique, chez Dominique Mazuel, qui est en train de mettre en place un système de libraire indépendant. Qui est un libraire. Et qui fait mon livre demain chez mon libraire. Il est parfaitement possible, en utilisant les dispositifs existants actuellement, de
de transport de colis, oui, mais bien sûr, mais à supposer même qu'on le veuille le lendemain, c'est parfaitement possible. Vous le voulez dans une semaine, ça vous gêne pas. Mais il y a des gens qui le veulent le lendemain. C'est comme ça. Mais c'est possible, parfaitement. Pour l'instant, ça marche pas. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans un débat sur la distribution du livre. Ce qui ne marche pas, c'est évident, c'est les grandes chaînes. Chapitre met la clé sous la porte, Virgin met la clé sous la porte, la Fnac n'est pas loin de le faire. Les libraires indépendants sont les seuls qui sont viables. Amazon a tous les défauts du monde, mais vous êtes livré le lendemain. Mais encore une fois, c'est possible dans de toutes autres conditions. Je suis d'accord avec Baptiste pour dire que c'est pas nécessaire pour la plupart des bouquins. Et quand c'est nécessaire, c'est possible. Ça, c'est pour Amazon. Pour maintenant, pour finir avec Amazon, c'est pas forcément une question aussi de temps, de durée. J'attends une semaine ou pas. Moi, j'ai des amis qui habitent en très haute montagne, très loin, éloignés de tout, et qui n'ont pas accès à des libraires tout proches. Amazon, c'est génial pour eux. Ils n'ont jamais autant lu. Parce qu'il y a Amazon. Ah non, bah non, avant il n'y allait pas. Non, c'est pas vrai. Ça fait 30 ans qu'il y vit. Avant, il voilà. Non, mais on peut pas imaginer effectivement créer une librairie en milieu rural, précisément parce que les gens passent par Amazon. Et que du coup, ça fait... alors là, c'est le serpent qui se mord la queue, mais dans son cas, parce que j'ai le cas de cet ami bien en tête, pour lui, et pourtant c'est un décroissant, et pourtant il vit reclus dans sa montagne, mais Amazon, ça lui apporte... Alors, les décroissants qui achètent sur Amazon sont des imbéciles. Alors là, très franchement... Ce sera transmis. Dites-le lui, parce que c'est scandaleux, tout simplement. Vous êtes marrant, mais qu'est-ce qu'il fait le copain d'Anne-Sophie? Mais Baptiste a parfaitement raison. Qui habite à 1h30 de route enneigée de la première librairie et qui a envie d'un livre. Vous êtes drôle, vous. Eh bien, il va dans une librairie qui sera plus proche, parce qu'à partir du moment où il y aura un salaire à vie et une copropriété d'usage des entreprises, nous aurons des librairies partout, c'est évident. Bon. La question de la concentration des librairies, du caractère inviable de cette activité, elle est liée au capital, elle n'est pas liée au livre en tant que tel. Maintenant, s'agissant de l'autobus. Vous vouliez parler des bus, voilà. S'agissant de l'autobus, mais je crois qu'il faut faire attention à l'ethnocentrisme. En sociologie du travail, on remarque quand on fait des enquêtes que bien des métiers que l'on considère de point de vue ethnocentrique comme peu valorisants sont appréciés par ceux qui les font. Appréciés. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est leur emploi. Mais leur travail, ils l'aiment. On peut prendre aussi l'exemple d'Aubagne. J'ai discuté longuement avec les initiateurs. À Aubagne, vous avez une gratuité des transports de proximité, mais il n'y a plus de dégradation, il n'y a plus d'incivilité dans les bus. Tout ce qui rend pénible le métier de chauffeur de bus peut être résolu par une extension de la gratuité. Nous avons une société qui est beaucoup trop marchande. Si on étend la gratuité au transport de proximité, aux premières dépenses d'énergie, à la première dépense de flotte, au logement, mais nous allons pacifier les rapports sociaux de façon considérable. Mais alors du coup, sur la gratuité, Baptiste Melando, pourquoi ne pas faire le choix de la gratuité, justement, rendre gratuit des services et potentiellement aussi de l'eau, l'électricité, et plutôt que d'instaurer ce revenu de base? Pourquoi vous ne faites pas ce choix-là? Alors je fais aussi le choix de la gratuité. Vous faites tout, alors. En l'occurrence, il me semble que c'est dans la première édition également, c'était mentionné. Allez, il faudra relire le livre. non, mais si, alors on va dire que c'est... Je sais, je l'ai lu, votre bouquin, mais justement, même si vous l'abordez, ça peut être un choix alternatif aux revenus de base aussi. Alors oui, du coup, pas une gratuité généralisée. Bernard faisait référence, par exemple, à la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, par exemple, ou à l'électricité. Alors du coup, moi, je suis décroissant. Je pars du principe toujours qu'on consomme trop, qu'on produit trop, etc. Et je me dis, pour ce type de biens ou de services, mettre en place la gratuité, c'est s'exposer à un risque de gaspillage. Donc du coup, je me dis, mieux vaut à ce moment-là verser cette gratuité sous une forme monétaire, en se disant, on donne un revenu aux individus, en mettant une tarification progressive de l'eau ou de l'électricité, et puis après, libre à chacun d'arbitrer au niveau de sa consommation. Et logiquement, c'est censé mener à une baisse de la consommation. Donc plutôt que de dire, vous avez de toute façon X mètres cubes, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, se dire que voilà, on peut aussi essayer de réduire autant que possible la consommation d'énergie et d'eau. Non, mais cette question de la gratuité elle est importante, parce que paradoxalement, les tenants du revenu
conduisent à une extension de la sphère de la marchande. Non, laissez parler Michel Hussard. Et donc, moi, je pense que tout progrès social est passé par un rétrécissement de cette sphère marchande. Et donc, en l'occurrence, sur l'énergie, je ne comprends absolument pas ce mécanisme, d'autant plus qu'il y a un effet anti-redistributif dans ces cas-là. Et donc, l'idée d'assurer un socle, effectivement, de consommation d'énergie garantie comme faisant partie des droits à l'existence, ça me semble tout à fait important. Et je pense que dans toute une série de domaines, la vraie réponse aux besoins, c'est une satisfaction sous forme de droits effectifs, droit à la santé, tout ce qui est remis en cause. Bon, alors parfait, nous sommes d'accord. Mais des défenseurs de gauche du revenu inconditionnel, personne ne remet en cause l'accès gratuit à la santé. D'accord, mais si on prend... Pour être clair. Oui, mais c'est pas clair dans les aspects de financement global, parce que il y a forcément une reventilation des dépenses qui existent déjà. Alors, en quoi l'accès à la santé vous paraît-il menacé par le... Non, pas l'accès à la santé, à l'accès à toute une série, à l'extension de ce type de dépenses. C'est-à-dire que pour financer le revenu, là, je suis désolé de poser cette question, mais en gros, on prend des dépenses qui existent déjà et on les reventile de manière différente. Non. Bon. Si. Non, on prend aussi des revenus qui existent et on les reventile de manière différente. Il ne s'agit pas juste de... dans les propositions de droite, effectivement, c'est à prélèvement constant. Dans les propositions de gauche, c'est pas du tout à prélèvement constant. Attendez, c'est la première fois, là, depuis le début de l'émission, qu'on entend parler de propositions de droite. Alors, je voudrais faire juste un petit point d'ordre, parce que c'est vrai que depuis le début de l'émission, on parle de suppression du capitalisme, on cite Marx, etc. On est entre gens de gauche, c'est super sympa. Mais ce qu'il faut dire, c'est que... C'est également soutenu par la droite. Alors, en France, par Christine... La droite, pas toute la droite. Bon, pas toute la droite, par des gens de droite, on va dire. En France par Christine Boutin ou même Dominique de Villepin, ça peut vous paraître surprenant. Alors il faut savoir que le revenu de base a été soutenu par des économistes très libéraux, dont Milton Friedman dans les années 60 aux États-Unis. Alors pour Friedman, l'intérêt de ce revenu est plutôt de rentabiliser certains emplois qui pourraient être, selon lui, très peu payés. Et avec ce petit matelas, chaque citoyen pourrait avoir un filet de sécurité et du coup, on pourrait en profiter pour libéraliser sans complexe le travail, ce qui permettrait pour les partisans du revenu de base de droite d'en finir par exemple avec le SMIC, le salaire minimum, donc de privatiser les dispositifs de protection sociale, l'éducation et la santé. Et donc j'imagine que ces revenus de base imaginés par Friedman, vous en êtes... Friedman qu'on voit derrière vous pendant que vous parlez, Anne-Sophie, au prodige de Marion Mousseau. Oui, très souriant. La proposition de Friedman, j'imagine que... Je regrette qu'on donne de la publicité à ce type, franchement, même sur écoutez, image. Pas de la publicité, c'est une information, on va savoir la tête qu'il a. Hein. Ouais, mais alors, d'abord, comment vous expliquez, vous trouvez dans cette proximité, d'ultralibéraux qui finalement préconisent la même chose que vous? Pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Du coup, l'objectif n'est pas le même, la mesure n'est pas la même, clairement. Pour Milton Friedman, l'objectif, c'est de mettre en place un revenu inconditionnel insuffisant. L'objectif, c'est donner moins que le minimum à tout le monde. Un revenu de survie. Même pas, juste on donne moins que le minimum à tout le monde et comme ça tout le monde est obligé de bosser pour des salaires de misère. D'accord, donc la grosse différence c'est ça, c'est que... On accentue l'emprise du marché du travail sur les individus, alors qu'avec le revenu... C'est la prime pour l'emploi. Dans votre système, le revenu de base est quand même suffisant pour vivre. L'objectif, il est suffisant, c'est qu'il soit suffisant pour accéder aux biens et services essentiels et donc suffisant pour pouvoir se passer durablement d'emploi. Du coup, le rapport sur le marché du travail change complètement. Donc c'est pas du tout la même mesure. D'accord. Fin de la promotion de Milton Friedman. C'est terminé. Juste un mot sur cette histoire de proposition de droite, proposition de gauche. En fait, il y a trois types de propositions. Les propositions de droite, donc effectivement, on cherche à subventionner l'emploi, subventionner les employeurs pour embaucher à bas salaire. Proposition de gauche, on cherche à donner davantage de capacité de négociation aux individus, aux employés. Et il y a des propositions aussi ni droite ni gauche. Ni droite ni gauche, ça consiste à dire on ne change rien à la distribution actuelle des revenus, mais on met en place une prestation inconditionnelle.
C'est ce qui est défendu par Christine Boutin, par exemple. D'accord. Ouais. Qui est de droite. Qui est de droite, par exemple. C'est clairement pas de gauche. La vraie question, c'est le niveau, comme en première instance. Et il y a une espèce de théorème de continuité, c'est-à-dire si on passe pas brusquement au revenu suffisant, on est obligé de passer par le revenu insuffisant. Et donc il y a un flou là. Le seul moyen de vous démarquer du revenu insuffisant à la Milton Friedman ou Christine Boutin, c'est de passer d'un seul coup au voilà. Ouais. Et donc les transitions n'existent pas. Mais ça, c'est parfaitement possible en termes de salaire universel, là, pour le coup. Il y a déjà la revendication de la CGT qui est de sécurité sociale professionnelle, c'est-à-dire de maintien du salaire entre deux emplois. Ce qui est une forme de salaire à vie. Si c'est maintien du salaire entre deux emplois jusqu'à ce qu'on retrouve un emploi équivalent, c'est une anticipation de cela, puisque le salaire ne peut pas baisser. Mais on peut très bien, justement, dans la foulée de la sécurité sociale, qui a mutualisé les salaires à hauteur de 45%. Aujourd'hui, sur un salaire, il y a 45% de cotisation. Nous pouvons augmenter la part mutualisée du salaire et décider au 1er janvier, pour 2014, ça paraît un peu fichu, mais au 1er janvier 2015, que nous pérennisons dans la fourchette 1500-6000 tous les salaires et ARE, hélas, de chômage, etc., et les pensions. Nous les pérennisons. Ça suppose d'augmenter la mutualisation du salaire à un niveau plus élevé, mais voilà bien une mesure de transition qui montrera que nous pouvons travailler et que nous travaillerons d'autant mieux que nous aurons un horizon long. Mais encore une fois, ce qui me paraît très insuffisant dans le revenu de base, y compris dans ces formulations de gauche, c'est que la question absolument centrale de la maîtrise de l'investissement par la suppression de la propriété lucrative n'est pas posée. Les coopératives, c'est quoi ? Mais les coopératives, c'est bien un dispositif qui ne peut être financé que s'il y a financement. Or, pour financer, il faut supprimer toute accumulation du capital si tu veux financer démocratiquement. Alors, attendez, si vous, votre système, c'est pas les coopératives, c'est quoi ? Qui détient les moyens de production ? Eh bien, c'est les coopératives. Mais les coopératives ne peuvent être généralisées que s'il y a une maîtrise macroéconomique de l'investissement. Et cette maîtrise macroéconomique de l'investissement, sur le modèle de la façon dont on a... Je ne sais pas comment est-ce qu'on a financé les CHU, par exemple, dans les années 60. Voilà, quelque chose d'énorme. On avait un hôpital. En français, excusez-moi, maîtrise macroéconomique de l'investissement, ça veut dire l'État. Ça veut dire, pourquoi État ? Pourquoi voulez-vous toujours de l'État partout ? La sécurité sociale, sécurité sociale a fonctionné avant Juppé, sous une forme qui n'était pas étatisée. Nous sommes, encore une fois, j'ai rappelé cette expérience sociale massive, l'équivalent du budget de l'État géré par des salariés élus qui élisaient les directeurs de caisse entre 47 et 62. C'est énorme comme expérience. 61, c'est en 61 que De Gaulle supprime les élections des comités, des directeurs de caisse. Excusez-moi, et ces néo-caisses de sécu, appelons-les comme ça, se substituent à l'État ? Non, l'État, il faut absolument un État. Il faut un État pour qu'il y ait de la loi. Il faut un État pour que la loi soit respectée. Il faut un État parce que, là encore, je ne crois pas au peuple vertueux. Et donc, une addition d'autogestion ne veut pas forcément dire intérêt général. Donc il faut une expression de l'intérêt général, appelons ça État si l'on veut. Mais les formes peuvent être extrêmement relevées du commun plutôt que du public. La sécurité sociale, c'est du commun. Et dans lequel les intéressés gèrent eux-mêmes. Ça, c'est possible. Une coopérative sans but lucratif, ça suppose que tu fasses une bagarre clairement anticapitaliste. Or, je ne vois pas cette bagarre dans les propositions ni d'Utopia, ni des formations de gauche. Il n'y a pas de bagarre clairement anticapitaliste. Il n'y a pas de bagarre contre le marché du travail. Il n'y a pas de bagarre de suppression du marché du travail. Dans lequel on postule pour des coopératives. On ne peut pas contrôler le marché du travail. Ça, c'est l'illusion. C'est comme si on pouvait contrôler les marchés financiers. Ce sont des choses qui ne sont pas... C'est pour ça que je ne crois pas non plus au plein emploi. Il y a une illusion dans la bagarre syndicale. Mais bien sûr. Mais ça, je disais ça à Michel. Il y a une illusion
depuis 30 ans dans l'idée qu'on pourrait résoudre les questions par le plein emploi. Mais non, on résout les questions par la pleine maîtrise par les salariés de l'activité économique. Et ça suppose comme premier... Mais bien sûr, ça suppose comme premier temps... On a bien compris, hein, oui, mais ça suppose comme premier temps, par exemple, la pérennisation de tous les salaires, pensions, indemnités journalières, etc., entre 1 500 et 6 000 euros, portées à 1 500 toutes celles qui sont inférieures, abaissées à 6 000 toutes celles qui sont supérieures. Ça, c'est quelque chose qui peut, moyennant une cotisation sociale qui mutualise davantage les salaires, être possible, c'est tout à fait gérable. Et puis, que nous, chaque fois qu'une entreprise, chaque fois qu'un patron met la clé sous la porte, les salariés récupèrent, et que ce soit dans la loi, que ce soit un projet qui est parfaitement audible aujourd'hui, parce que les gens en ont marre de voir des actionnaires qui s'engraissent en fermant les boîtes, et puis qu'on généralise progressivement la propriété d'usage de toutes les entreprises. Alors, est-ce qu'on peut terminer en posant une question qui fâche, que vous avez commencé à poser, c'est comment on finance tout ça et est-ce qu'on a les sous pour verser un revenu de base ou un salaire à vie à la totalité de la population française. Du coup, avant de terminer, est-ce que je peux revenir un peu sur ce qui a été dit Quoi, les coopératives? Non, non, pas les coopératives. Alors, non, sur l'histoire de la transition dont parlait Michel. Donc, il ne s'agit pas... Alors moi, par exemple, je me démarque complètement de la position de Philippe Van Parijs, qui dit qu'il faudrait mettre en place un revenu inconditionnel progressivement en augmentant le montant. On peut aussi imaginer, par exemple, une mise en place progressive par tranche d'âge. On dit, voilà, à partir de maintenant, tous les enfants qui sont nés, ils ont droit à un revenu inconditionnel d'un montant suffisant. Et donc, progressivement, le revenu inconditionnel s'étend à toute la population. Par rapport à ton histoire de réduction du temps de travail, donc moi je disais tout à l'heure, 30 heures c'est beaucoup trop, notamment pour plein de boulots pénibles, je pense que 30 heures c'est beaucoup trop. Donc je serais plutôt favorable à la mise en place, à la reconnaissance d'un droit inconditionnel au temps partiel. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait tu parles de droit à l'emploi. Le droit à l'emploi aujourd'hui c'est rien d'autre qu'un devoir de bosser, donc c'est mettre tout le monde au boulot. C'est pas une liberté d'activité. Moi, je me dis, il faudrait reconnaître à chacun un droit inconditionnel au temps partiel. Et à partir du moment où on reconnaît un droit inconditionnel au temps partiel, on va reconnaître aussi la valeur du temps libre, enfin du temps libéré. Pas simplement un temps pour consommer davantage, c'est juste un temps où on se dit libéré de l'emploi et de la consommation. Parce qu'il y a des choses qui se passent aussi dans ce temps libéré qui sont utiles à la société, il faut le reconnaître. Donc là aussi, ça change complètement la situation des chômeurs. Tout ça, c'est des petits pas qui font qu'on change aussi notre perception de la richesse dans la société. Le droit inconditionnel au temps partiel, concrètement, c'est-à-dire que moi, si je demande demain à mon patron de bosser plus que 10 heures... Ici présent. Donc patron, je voudrais bosser plus que 2 heures, il ne pourra pas refuser. Ouais, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si vous voulez avoir un accès de droit au temps partiel, il faut remplir certaines conditions, notamment avoir des enfants en bas âge ou être en création d'activité, ou être en situation de handicap ou être malade. En gros, on considère que sinon, vous avez le devoir de bosser à plein temps. D'accord. Alors attendez, Anne-Sophie me demande son droit inconditionnel au temps partiel, donc je suis obligé de le lui accorder. Bien sûr. Et à salaire constant. Ah non, pas à salaire constant. Ah bon, voilà, non, pas à salaire constant. Justement, c'est là que c'est intéressant. Cette histoire. Mais non, c'est là que vraiment on voit bien que le revenu de base, il suppose 2 chèques. Et dont le second, il est complètement dépendant du marché du travail. Et c'est ça qui ne va pas. On ne sort pas... Mais si. Comme moyen d'accéder progressivement au revenu inconditionnel. Ah, c'est quelque chose de transition. Parce qu'on reconnaît l'utilité sociale dans le temps libéré. Et du coup, l'utilité sociale, c'est une chose. Ce qu'il faut, c'est produire de la valeur économique. Oui, du coup, je ne suis pas d'accord non plus. Et donc, tu dis la valeur économique, c'est la condition pour faire société. C'est la condition, bien sûr, c'est la condition pour faire société, la valeur économique. Je ne serais pas économiste si je ne le croyais pas, d'ailleurs. Évidemment que c'est la condition. Et parce qu'il faut affronter la violence, on va dire, des rapports sociaux et non pas la nier par des dispositifs un peu communautaires où chacun est dans la transparence des valeurs d'usage, ce qu'a fait le monachisme. Affronter la violence des rapports sociaux, je comprends pas. Parce que la valeur économique, c'est cette violence-là. C'est ce qui dit ça vaut pas. Et il y a une classe dirigeante qui parce qu'elle dit ça vaut, ça ne vaut pas, qui décide de ce qui a valeur, qui décide de la façon dont on la produit, qui décide de sa répartition. Mais l'affronter, ça veut dire quoi? L'affronter, ça veut dire se plier à ce système? Non, ça veut dire travailler en permanence à une émancipation dans la valeur économique, mais pas la nier dans une société qui n'aurait pas de monnaie, pas de valeur, pas de travail. En permanence à une émancipation dans un système de valeurs élaboré par
le système capitaliste. Mais non, la lutte de classe, ça existe, et au XXe siècle, elle a emporté des résultats tout à fait énormes en changeant la donne dans la définition du travail. Dans le capitalisme, on appelle travail des gens qui vont sur un marché du travail. Et là, je suis entièrement d'accord avec Baptiste. Là, il y a une forme d'aliénation d'aller sur le marché du travail, travail d'appauvrissement de soi pour... on emmène nos gamins dès la 6e dans des salons d'orientation pour vraiment, ils se conditionnent aux exigences du marché du travail. Bon. Donc, deuxièmement, si on est embauché après un chantage à l'emploi du propriétaire, alors on produit des marchandises pour mettre en valeur du capital, ce qui change complètement le rapport à la valeur d'usage. Bon. Cette définition-là du travail, elle reste majoritaire chez nous, hélas. Mais bien sûr, il y en a une autre qui a été imposée par les syndicats. Et que vous décririez comment? Eh bien, c'est travailler, c'est avoir un salaire à vie, ne pas mettre en valeur de capital, produire en dehors de la dictature du temps de travail, et c'est, avant les réformes des réformateurs, bien sûr, hein, c'est la fonction publique. La fonction publique, qui fait que d'ailleurs, pour reprendre un exemple de Baptiste et aller un peu contre lui, le travail de nuit des infirmières est assumé par des gens qui ont un salaire à vie. Ce qui montre bien que ce n'est pas forcément l'aspect... Attendez, il y a une question qui me titille quand même depuis le début de l'émission. Je vous ai entendu parler 10 fois de la fonction publique, c'est-à-dire que le système idéal à vos yeux, c'est un système dans lequel, je vais le dire brutalement, tout le monde est fonctionnaire. Tout le monde a un salaire lié à sa personne et non pas au poste de travail. Tout le monde est fonctionnaire. Non, bien sûr que non. Alors, je suis pour le dépérissement de l'État. Alors, il s'agit sûrement pas qu'il s'agit que tout le monde est fonctionnaire. J'ai assez insisté sur le commun à la place du public pour que ça soit clair que c'est pas tout le monde fonctionnaire. Qu'est-ce que vous faites de l'entrepreneur? Mais dites aussi tout le monde retraité, c'est pareil. C'est-à-dire tout le monde avec un salaire à vie. C'est ça la question. C'est ça qui est décisif, inconditionnel. Qu'est-ce que vous faites de l'entrepreneur? Mais l'entrepreneur, il va enfin être libéré. Alors là, moi, prenez un libraire, mais prenez aussi... J'ai eu un débat avec le patron du MEDEF de BTP des Bouches-du-Rhône à Aubagne, justement, au mois de mai dernier. Les entrepreneurs, nous allons les libérer. Nous allons les libérer de leur patrimoine et de l'obsession de la feuille de paye. Mais vous savez, le gars du MEDEF, il a parfaitement entendu, figurez-vous. Il a parfaitement entendu. Il a parfaitement entendu, bien sûr. Qu'il allait être libéré de son patrimoine. Mais bien sûr, parce que le patrimoine, vous savez, quand vous êtes la 5e génération de propriétaires, que vous êtes sportif de haut niveau et que votre père dit dans l'équipe de France, hein, si tu reprends pas, je vends, hein, dans ce petit chantage, et que la trajectoire individuelle est complètement changée, il se demande s'il fera le même chantage sur un de ses 3 enfants. Vous savez, ça pèse, le patrimoine, ça pèse énormément. Vous allez nous donner son portable, on va l'inviter. Hein, parce que moi, j'ai envie de le connaître. Ça pèse. Mais bien sûr, il y a des tas de petits entrepreneurs qui ne sont pas... omnubilés par l'accumulation financière et qui sont omnubilés par l'intérêt de ce qu'ils font. Bernard Friot, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont omnubilés et qui n'ont pas du tout envie d'être libérés de leur patrimoine. Ceux-là, nous les combattrons, bien sûr. Mais nous ne pourrons les combattre que si nous avons convaincu les salariés qu'ils peuvent être copropriétaires. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Hein, que les salariés soient convaincus qu'ils peuvent être copropriétaires d'usage de toutes les entreprises, ça, ce n'est pas acquis pour le moment. Mais nous allons aussi les libérer de l'obsession de la feuille de paye. Le nombre de petits entrepreneurs qui acceptent des marchés de merde parce qu'il n'y a pas d'autre solution s'ils veulent assumer le salaire, qui acceptent d'embaucher dans des conditions de travail gratuit des stagiaires alors qu'ils sont contre idéologiquement. Ils sont contre, j'en connais beaucoup qui sont contre, qui les embauchent parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour que la boîte fonctionne. À partir du moment où ils n'auront plus à payer leurs salariés, mais où l'entreprise cotisera en fonction de sa valeur ajoutée à la caisse des salaires qui, elle, versera les salaires, comme le fait déjà pour la pension, la maladie, les caisses de sécurité sociale. Nous allons libérer les entrepreneurs de cette double obsession et les rendre au contraire motivés par ce qui les motive quand même pour la plupart, c'est-à-dire l'innovation technologique, le fait de faire un bon boulot, etc., etc. On paye comment? Allez. Non. Mais on paye à partir des 2000 euros, des 2000 milliards d'euros. Nous produisons 2000 milliards d'euros. Alors, mais après, mais d'abord, on paye comment? Parce que quand même, il faut quand même poser la question à un moment ou à un autre. Est-ce que quelqu'un a chiffré ce que coûterait l'instauration du revenu de base ou du... J'ai donné, moi, 1250 milliards d'euros si on est à 25 000 de salaire moyen dans une société dans laquelle il n'y a plus d'impôts. Hein.
puisque c'est la cotisation qui va... La cotisation versée par le... par qui ? Tout le PIB va au salaire socialisé sous forme de cotisation. Vous avez 60% du PIB qui va au salaire, 30% du PIB qui va à la cotisation économique, et puis 10% du PIB qui va à la cotisation gratuité, parce qu'il faut bien que les services publics, au-delà des salaires et de l'investissement, financent leurs dépenses de courantes. Bon. À partir du moment où il n'y a plus d'impôts, 2200 moyens, ça correspond à peu près 2800 actuels. Donc, nous pouvons assurer à tous un salaire moyen, dans une fourchette 1500-6 000, équivalent à 2800 € actuels, mais de 2200 € à partir du moment où il n'y a ni TVA ni IRPP, en dépensant un peu plus de 60% du PIB, 1250 milliards. Mais c'est déjà ce que nous dépensons de toute façon. Le salaire, c'est 1200 milliards, et les revenus des travailleurs indépendants, c'est 100 milliards. Donc, plus la gratuité, donc il faut 1300 milliards. Or, 1350 milliards, nous dépensons 1300 milliards pour le moment. Donc, compte tenu qu'il y a 300 milliards du PIB qui vont dans les poches des actionnaires et dans les revenus financiers, sans investissement. Il y a un coût du capital qui est énorme. Dès lors qu'on se libère de ces 15% du coût du capital, ça génère une possibilité d'augmenter et l'investissement, non pas les 20% actuels, mais 30%, et ce qui va au salaire et à la gratuité, c'est-à-dire 1350 milliards, et non pas 1400 milliards. Je vous dis franchement, je suis hors d'état de vous contredire sur les chiffres. Je ne sais pas si l'éconote... pareil, elle est hors d'état. L'éconote aussi. Non, je voudrais éclairer le débat parce qu'il y a peut-être ça sera plus clair. Il y a deux manières de considérer les choses. Soit on reventile des choses qui existent déjà, c'est en gros ce que soit, et c'est ça, je pense que ce serait important de clarifier, on rajoute un revenu aux revenus qui existent déjà. Dans la mesure où c'est inconditionnel. Les revenus qui existent déjà, vous voulez parler des prestations sociales, des allocs, et les revenus que les gens touchent déjà. Parce que l'idée, alors, donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que, en gros, le revenu inconditionnel se rajoute, et ensuite, le financement consiste à voir quel revenu il va remplacer en partie. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris qu'il se rajoute. Il se rajoute aux prestations sociales ou il se substitue aux prestations sociales ? Non, mais a priori, il se rajoute. Non, mais je demande à celui qui le préconise là. Alors, dans mon optique, certaines prestations sociales sont conservées. Donc, notamment tout le système assurantiel est conservé. Assurance chômage, assurance maladie, assurance vieillesse, tout ça, c'est conservé. C'est essentiel. Certaines prestations, par contre, sont supprimées. Le RSA, je ne vois aucune raison de le conserver à partir du moment où le revenu inconditionnel a un montant supérieur. Et précisément, il est inconditionnel. Donc, c'est beaucoup mieux. Les allocations familiales, même chose, sont supprimées. On le verse dès la naissance. Donc tout ça, c'est supprimé. Par contre, le système assurantiel, on le garde intégralement. Personne à gauche n'envisage de le supprimer. Alors après, il s'agit surtout de reventiler les revenus. Donc il y a une valeur économique qui est créée. On la répartit différemment. Donc du coup, ça consiste, par exemple... Alors, on est dans des ordres de grandeur de l'ordre de 700 milliards d'euros, en gros, pour le financement d'un revenu inconditionnel tel que je le défends. C'est moins cher que le système Frio. Ah oui, parce que du coup, il y a pas... tout le salaire. C'est tout le salaire. Voilà, je conserve le chèque et je voudrais en dire un mot juste après, du coup. Donc, 700 milliards, donc il faut imaginer, en gros, de prélever 50% des revenus actuels et de les répartir à part égale entre tout le monde. Donc, pour faire en sorte que tout le monde ait suffisamment. Et de fait, que personne n'ait trop. C'est pour ça aussi que je disais revenu inconditionnel et revenu maximum. Si on veut que tout le monde ait suffisamment, il faut aussi mettre en place un plafond, dans tous les cas. Convaincu ? Sur le principe, oui. C'est-à-dire, non, pour répondre à la question, il y a une partie qui est autofinancée par des choses qui existaient déjà et qui sont reventilées. On est là, genre les politiques de l'emploi aussi, j'en ai pas parlé. Les politiques de l'emploi, à quoi ça sert de continuer à chercher à créer comme ça des emplois, juste pour créer des emplois, et en plus des emplois qui sont de mauvaise qualité quand on prend les emplois aidés par exemple. Oui, enfin ça c'est le débat antérieur, mais on peut créer de bons emplois, ou alors Non mais c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire il n'est plus possible... Autant renoncer définitivement à l'idée qu'un jour, dans ce pays, on créera des emplois décents. C'est pas une question de est-ce que c'est possible, la question c'est est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que ça sert à quelque chose de créer absolument des emplois ? Créer des emplois décents pour les 5 millions de gens qui en cherchent, c'est pas une idée complètement absurde. Attends, ne confondons pas emploi et poste de travail. Qu'il faille des postes de travail, c'est évident. Mais est-ce que c'est des emplois ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas de salaire à vie, d'accord ? Il y a
il y a un poste qui est qualifié, puis si tu n'as pas de poste, ben, tu n'as rien, ou est-ce que c'est du salaire à vie? C'est ça, pour moi, la question décisive. Oui, j'ai bien compris, c'était pour la question décisive. Il y a juste une question que je me voudrais ne pas soulever, c'est la question des femmes qu'on a vaguement abordée. Bon. Quand on regarde les chiffres, que si c'était sur les taux d'emploi, bon, c'est un peu fantaisiste parce que tu compares une période où 25% de la population était dans l'agriculture à une période où il n'y en a plus que 2%. Et en plus, la grande différence, c'est l'emploi des femmes. Donc on a un mouvement des femmes qui aspirent à un droit à l'emploi, à l'égalité professionnelle et dont la participation... Oui, dans un contexte qu'elles subissent apparemment, mais où elles voient un moyen d'émancipation, figure-toi. Mais absolument. L'entrée des femmes dans la NPE est un moyen d'émancipation, c'est incontestable. Dans les années 60, il y a eu une bagarre pour que les femmes s'inscrivent à la NPE. C'est une bagarre progressiste, ça me paraît évident. Il fait de l'ironie, je pense. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. L'emploi a été un vecteur. Non, mais l'emploi a été un vecteur de progrès considérable. Le fait qu'il fasse s'en débarrasser aujourd'hui, c'est évident, mais que c'est un vecteur de progrès. Enfin, le fait pour les femmes d'accéder à l'espace public autrement qu'agricole, parce qu'il n'y avait pas que les agricultrices, il y avait aussi les femmes de sidérurgistes qui étaient confinées à la maison. C'était hors de question elles étaient filles, femmes, puis mères de sidérurgistes. Dans la qualité des emplois. Alors, non, mais poursuivez. Dans quelle mesure le salaire à vie se dresse contre cette revendication d'émancipation des femmes? Parce que, comme le disent des économistes féministes, ça ressemble au salaire maternel. C'est-à-dire que vous allez avoir une pression pour dire les femmes, leur contribution à la société, c'est de concevoir, d'élever des enfants, et c'est une contribution au moins aussi importante que celle d'Alexandre le Bienheureux. Et donc, elles auront un salaire maternel à vie, et elles pourront rester... et je veux dire, il y a vraiment un risque, surtout dans les conditions actuelles, de pousser à ça. Et il y a eu l'allocation parentale d'éducation, quand on a fait le bilan, a effectivement eu comme résultat le retrait d'un certain nombre de femmes du marché du travail. Réponse à l'objection? Alors du coup, on peut le considérer effectivement comme un salaire maternel. Moi, je préfère le considérer aussi comme un salaire parental de manière générale, un salaire paternel aussi. Donc permettre aux hommes de s'occuper davantage aussi de ces tâches-là. Non, mais je récuse absolument le salaire parental ou paternel. Je peux finir. Oui, vas-y, achève. On met en place un revenu inconditionnel, ça ne veut pas dire que le débat politique s'arrête. Donc de fait, aujourd'hui, alors même si les femmes ont accès à l'emploi, de manière générale, c'est quand même elles qui se coltinent l'essentiel des tâches domestiques à la maison. On est d'accord? Je confirme. Ouais. Non, le revenu inconditionnel ne changerait pas ça seul, ça c'est une certitude. Simplement, il y a eu des expérimentations aux États-Unis, donc le revenu inconditionnel a été versé effectivement à certaines personnes. On s'aperçoit que le nombre de divorces augmente pour les femmes qui perçoivent le revenu inconditionnel. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit simplement que les femmes sont plus autonomes. Les femmes ont la possibilité de dire non aussi. C'est quand même important. Et du coup, on a le même débat quand on parle de temps partiel choisi. On se dit, mais si on reconnaît un droit inconditionnel au temps partiel, ça veut dire que c'est les femmes qui vont encore s'y coller davantage. Aux Pays-Bas, ils ont mis en place un droit inconditionnel au temps partiel. L'objectif, c'est permettre aux hommes aussi de s'emparer des tâches domestiques. Non, mais les revendications des féministes, c'est marrant, ça va à l'envers. Les revendications des féministes dans le monde du travail, et c'est le droit à un accès à temps plein. Mais bien sûr, mais parce que aujourd'hui, il y a une survalorisation de l'emploi. À partir du moment où on dit c'est par l'emploi que tout passe, on dit que c'est par l'emploi que tout passe. La reconnaissance de l'éthique sociale, de l'estime de soi, du revenu, tout ça passe par l'emploi. Survalorisation de l'emploi, mais franchement, il y a un mépris pour les gens qui sont chômeurs et on va leur dire, mais pauvres imbéciles, vous survalorisez l'emploi. C'est insupportable. C'est insupportable comme discours. De cette survalorisation. Mais c'est pas moralisateur, c'est juste... victimes. Mais oui, mais ils sont victimes de la survalorisation de l'emploi, survalorisation d'emploi qui vise à mettre tout le monde au boulot pour produire le plus possible dans une logique de croissance et d'accumulation de capital. Mais à partir du moment où ils ont intégré leur victimisation, on peut dire qu'ils sont aussi acteurs et que cette conception est devenue la leur. Et qu'en pleine pensée, en pleine autonomie de pensée, ils sont effectivement dans une valorisation de l'emploi, sûr ou pas sûr, mais enfin ils sont dans une valorisation de l'emploi. Moi je parle de survalorisation parce que ça s'accompagne d'une dévalorisation complète du temps libre. Ce qu'ils perçoivent
aussi, quand on voit, par exemple, dans les mouvements de chômeurs, quand on discute avec des chômeurs un peu militants, c'est un sentiment, mais terrible, de rejet de la société. Bien sûr. Bon, on est d'accord avec ça. Mais simplement, mais c'est pas par une illusion d'optique. C'est parce que dans une construction sociale qui fait que l'emploi est survalorisé. Mais survalorisé, ça veut dire quoi? C'est un mode que si vous n'avez pas d'emploi, vous êtes exactement. Oui, mais unique. Monopole de l'emploi comme mode d'insertion sociale. Si vous n'avez pas d'emploi, vous êtes hors de la société. C'est ça le problème. Oui. Et ben il faut justement qu'il faut le droit en cause ce monopole. Oui, mais c'est des voies détournées. Il faut assurer le fait que les gens puissent s'intégrer dans la société telle qu'aujourd'hui on s'intègre dans la société. Ou alors, on peut se dire aussi, il faut changer la société de telle sorte que tout le monde puisse avoir sa place. Mais sois un peu dialectique. Si les gens avaient vraiment le droit à l'emploi, c'est un levier pour changer la société. Parce qu'ils n'accepteraient pas n'importe quelle condition. Mais le droit à l'emploi... C'est une utopie. Mais évidemment. Mais bien sûr, le droit à l'emploi, c'est ce qui est proclamé en 48, c'est ce qui est proclamé en 1946, 1848, et ça ne marche pas, bien sûr. Puisque le capitalisme repose sur le chantage à l'emploi par des propriétaires. Il n'y aura jamais de droit à l'emploi. Penser que l'on peut passer au droit à l'emploi alors que c'est une institution capitaliste, le marché du travail, c'est une illusion. Il s'agit donc de nous libérer du marché du travail à partir de l'expérience que nous avons tous. C'est un discours absolument démobilisateur. Mais ce n'est pas un discours démobilisateur. Je peux te certifier que alors là, moi je rencontre des quantités de collectifs de chômeurs qui aspirent à qui ont un rapport politique, pas simplement un rapport victimaire à leur situation, un rapport politique à leur situation, et qui entendent bien là, tu construire... la couverture à toi. Enfin, moi, je prends AC, APES, MNCP, CGT chômeurs. Il n'y a pas le salaire à vie. Ah ben bien sûr. Il y a des revendications qui sont... Il y a hélas pas le salaire à vie. Ah ben oui, alors... Mais oui. Oui, d'accord, mais ne dis pas, les collectifs de chômeurs sont tous derrière moi. Enfin, il y a 30... Comme ni le NPA, ni le Front de Gauche, ni Attaque, que tu citais. Comme oui, bien sûr, bien sûr. Oui, un discours qui décoiffe, qui fascine, etc. Qui sont depuis 30 ans dans l'échec. Qui sont depuis 30 ans dans l'échec, un échec qui est un échec stratégique, parce qu'il y a une bataille pour le plein emploi, qui est une faute stratégique. Je pense maintenant il faut quand même qu'on tire les conclusions d'un échec absolu de cette bataille depuis 30 ans, alors que pour avoir analysé dans Puissance du salariat ou dans l'enjeu du salaire, la bataille cinquantenaire pour le salaire, elle a réussi. La bataille pour l'emploi, elle échoue, parce que la bataille pour l'emploi, elle nous rend entièrement dépendants des employeurs, c'est-à-dire de ceux qui détiennent le capital. Elle n'a pas échoué tant que ça. Je veux dire, il y a eu 2 millions d'emplois créés dans le secteur privé pendant les 35 heures. On n'a jamais créé autant d'emplois en si peu d'années. Et on ne les a pas détruits ensuite. Donc, tu vois, c'est vraiment... Mais à quel prix? C'est là qu'on voit, Non, Mais les luttes sont toujours... Il y a toujours conflictuel, on ne gagne pas... Le nombre d'ouvriers qui sont contre les 35 heures est absolument considérable. Parce que ça a été au prix... Mais si. Bon, bah si, alors les enquêtes sont claires. Il n'y a que les cadres qui sont pour. Parce que ça a été au prix d'une intensification du travail absolument incroyable. Et donc, tu ne peux pas... Si tu mènes la bataille pour l'emploi sans mener la bataille pour la maîtrise par les salariés de l'activité économique, tu vas être Montebourg qui inaugure les hangars Amazon en disant ça crée de l'emploi à Mâcon, tu vas avoir etc. etc. Aujourd'hui, nous sacrifions notre bonheur collectif sur l'autel de l'emploi. Ça me paraît évident. Toute autre chose, est ce que tu dis et qui est extrêmement juste. C'est-à-dire que les chômeurs, ils vivent leur exclusion du travail comme quelque chose d'absolument inhumain. Et donc, il s'agit... Mais la question, c'est quelle perspective est-ce qu'on leur donne? Quelle perspective ils se donnent? Est-ce qu'ils se donnent comme perspective de continuer la stratégie du plein emploi qui...
Encore une fois, nous sommes plus proches du plein emploi, et t'as beau dire tout ce que tu veux sur la... Non, non. Mais non, ils ne sont pas fantaisistes du tout. Et dire que le travail, les emplois sont de meilleure qualité aujourd'hui. Mais bien sûr, nous dépendons... Le forum vous départagera sur les chiffres, sur les statistiques. On a entendu vos arguments. Nous dépendons massivement du marché du travail aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas des paysans il y a 50 ans, ce qui n'était pas le cas des ouvriers, même dans les Vosges. Moi, je suis vosgien. Au mois de juin... L'employeur, il voyait personne, ils étaient en train de faire les foins. Il y avait une indépendance vis-à-vis du marché du travail qui était supérieure à la dépendance absolue dans laquelle nous sommes aujourd'hui vis-à-vis du marché du travail. Bernard Friot, vous aviez commencé à dire que vous étiez en accord avec Michel Husson sur la question des femmes et sur le risque pervers que pourrait engendrer le système d'un revenu minimum. Non, je suis en accord avec Michel sur le fait que l'accès des femmes au marché de l'emploi a été un progrès. Dans les années 60, ça a été une bagarre incontestable contre des gens qui disaient que c'était des mauvaises mères. Enfin, il y a eu des tas de discours moralisateurs sur la question. Il dit salaire minimum, risque de que ce soit accepté ou accueilli ou pratiqué comme un salaire maternel, en fait. Je suis vraiment absolument contre le salaire maternel. Tout comme le salaire parental, tout comme tout salaire défini par la fonction d'ailleurs. Le salaire, il renvoie à la qualification de la personne. Mais est-ce que c'est pas un risque est-ce que c'est pas un risque d'effet pervers de votre système Attendez, l'effet pervers du marché du travail qui fait que les femmes qui ont des diplômes supérieurs aux hommes, puisqu'elles sortent de l'école avec plus certifiées que les hommes, ont un salaire de 20 à 25% inférieur aux hommes parce qu'elles accèdent à des postes moins qualifiés du fait de la seconde journée. Et qu'ensuite, à 60 ans, on leur dit « mais c'est de votre faute, vous n'avez pas votre carrière complète ». Et ils ont une pension qui est inférieure alors ça dépend des chiffres, enfin 35-37% à celle des hommes. On a une discrimination qui est tout à fait considérable, qui est une discrimination liée au marché du travail. Je vois pas pourquoi des femmes qui auraient un salaire à vie, sauf à supposer que les femmes ont vocation à être soumises, ce qui me paraît absolument invraisemblable. Pour des femmes qui auraient un salaire à vie, qui ne seraient plus pénalisées par la seconde journée, accéderaient plus facilement aux postes qualifiés, je vois pourquoi elles se voueraient à la sphère domestique, alors que leur aspiration à être dans la sphère publique, comme les hommes, est tout à fait décisive, puisque c'est central. Ça, c'est dans le cadre du salaire à vie, mais dans le cadre du revenu de base, vous avez cité tout à l'heure les expériences qui ont eu lieu dans les années 70 aux États-Unis, les expériences qu'on peut retrouver justement dans votre livre. Si je l'ai bien lu, ces expériences montraient que c'était quand même plus les femmes qui abandonnaient leur poste, qui abandonnaient leur travail, que les hommes. Donc la remarque... C'est pour ça que je disais que le débat politique, le combat politique continue sur un plus juste partage des tâches. Mais au moins, ça donne la possibilité... Du coup, à l'issue de 7h30 d'émission, j'ai le sentiment qu'il y a ce revenu de base et énormément, une kyrielle de discussions politiques, que ce soit au niveau des femmes, au niveau du plafonnement des salaires, au niveau de tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Et du coup, avant même de mettre en place ce revenu, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on se bat aujourd'hui, si on doit lutter, pour mettre en place toutes ces choses que vous appelez de vos voeux, avant même de parler de revenu de base, en fait. En gros, est-ce qu'on peut instaurer le revenu de base dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, avec toutes ces inégalités, avec toutes ces imperfections? C'est ça la question, non? Oui, voilà. Merci, Daniel. Alors, du coup, honnêtement, moi je ne pense pas qu'on arrivera à mettre en place un revenu inconditionnel. Je pense que, politiquement, je vois que les partis de gauche refusent de le défendre, même les Verts. Par contre, ce que je vois quand on parle de revenu inconditionnel, c'est que ça soulève plein de questions sur notre société actuelle. Et que c'est le principal intérêt du revenu inconditionnel, c'est que ça soulève toutes ces questions. Donc se dire, on donne un revenu inconditionnel à tout le monde, qui fait les tâches pénibles? C'est une question qu'il faut se poser. Il faut régler cette question. Qu'on verse un revenu inconditionnel ou pas, il faut régler cette question. Mais vous ne prenez pas le risque du coup de mettre à la poubelle toutes ces questions qui se posent si on se dit, mais votre revenu il est utopique, il ne peut pas se mettre en place, alors du coup ne pas... Vous voyez, pendant 1h30, on vient de poser plein de questions passionnantes sur le statut du travail, son rôle, les conducteurs de bus, etc. Elles ne risquent pas d'être liquidées par l'infaisabilité, vous l'avouez même là aujourd'hui dans le contexte politique. Est-ce que toutes ces questions, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux pas poser ces questions avant même de s'intéresser au revenu de base? L'intérêt du revenu inconditionnel, c'est qu'il les pose toutes
conjointement. Donc à partir du moment où on commence à discuter du revenu inconditionnel, on soulève toutes ces questions et il faut apporter une réponse. Anne-Sophie, il faut être honnête, il n'y aurait pas eu cette espèce de pensée bizarroïde du revenu de base, qu'est-ce que c'est que ce truc, comment ça marche, ça ne marchera jamais, on n'aurait jamais fait un article sur la question et on n'aurait non plus jamais fait l'émission ici aujourd'hui. Je vous rejoins tout à fait, je trouve aussi que le sujet soulève ces questions et c'est justement ces questions qui sont posées qui sont intéressantes. Voilà, et on espère qu'elles sont intéressantes. Alors le revenu inconditionnel, c'est une réponse, mais du coup, si on est contre le revenu inconditionnel, comment on répond à toutes ces questions? Donc comment on répond, par exemple, Michel, comment tu réponds à qui fait les tâches pénibles aujourd'hui? Comment on peut changer la répartition actuelle des tâches pénibles? Eh bien, je vous propose qu'on donne le temps de la réflexion à Michel Husson et qu'on réponde à cette question dans une prochaine émission. Est-ce que je peux dire un mot encore? Alors, encore Sur le principal argument moi, que j'ai contre le salarié, parce que du coup, on n'a pas eu le temps... j'ai commencé à donner ma première objection, qui était une objection écolo. La deuxième objection, c'est une question de justice. Bernard dit, en gros, donc il y a plusieurs niveaux de qualification, et c'est de là que naissent que peuvent être justifiées les inégalités économiques. Personnellement, je vois pas en quoi c'est juste. Et du coup, c'est pour ça aussi que je privilégie un système avec un deuxième chèque. Donc, se dire que tout le monde a un revenu inconditionnel qui peut être complété par un emploi qui sera rémunéré en fonction de la pénibilité, parce que pour moi, c'est ça la principale justification possible des inégalités économiques, et certainement pas un niveau de qualification. Et surtout, quand on parle de qualification, on entend un potentiel productif. Je suis tout à fait scandalisé de l'identification entre travail et pénibilité. Le travail, c'est ce qui nous constitue comme humains, comme humanité et comme individus. Et il s'agit que nous soyons reconnus comme les producteurs de la valeur économique, puisque le travail, c'est la valeur économique. Ça, on l'a bien compris. Alors, attendez, je ne suis pas sûr. Il a compris votre question ou pas? Je ne suis pas sûr. J'ai dit travail. C'est quoi la question? C'est emploi, ma langue a fauché. Alors, quelle est votre question, Bernard Friot? Du coup, en quoi est-ce que déterminer des inégalités de rémunération en fonction de la qualification, c'est juste? Pourquoi est-ce que, parce qu'on est plus qualifié, on devrait avoir plus? Parce que les sociétés, je reviens à quelque chose, c'est ce qui affronte la violence des rapports sociaux. C'est ça, faire société. Penser que nous pourrions faire une société sans violence, c'est un rêve mortifère. Parce que quand on élimine la question du pouvoir de la réflexion, on s'aperçoit que le pouvoir éliminé illusoirement revient par la fenêtre et de la pire façon. Alors attendez, je ne comprends pas. Ce que vous mettez en cause, c'est le fait qu'il prévoit une échelle de 1 à 4, c'est ça? Non, oui, alors, je suis d'accord. Mais simplement, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est à différents échelons sur cette échelle? Pourquoi moi je suis à 1005 pourquoi tu es à 1005 et moi à 6000 par exemple? Voilà. Bon, donc, ce que vous remettez en cause, c'est l'échelle de 1 à 4. Non, parce que moi, c'était un exemple fantaisiste, on avait compris. Qu'est-ce qui fait que certains sont à certains échelons et d'autres à d'autres? C'est pas l'échelle, c'est pourquoi moi je serais à 6000 et pourquoi toi tu serais à 1005. Qu'est-ce qui ferait que, pourquoi moi j'aurais le salaire Ce qui fait ça, c'est la violence sociale. Et nous ne pouvons pas échapper à la violence dans les sociétés. Et la hiérarchie des salaires, c'est une façon déjà infiniment plus émancipée d'assumer la violence liée à la valeur économique que le rapport binaire propriétaire-non propriétaire, qui est un rapport scandaleux. Est-ce que la réponse vous convient? Non, parce que la hiérarchie des salaires, je suis d'accord. Eh bien, si tu es d'accord, ensuite il faut... Mais pourquoi la qualification comme clé de répartition? Mais la qualification... Quelle autre clé proposez-vous alors? La pénibilité. C'est-à-dire que ceux qui ont les tâches les plus pénibles... Voilà, c'est ça la question. Mais pourquoi on définirait le travail par la pénibilité? Je n'arrive pas à comprendre cette affaire. Il y a des boulots pénibles, il faut arrêter. Alors, donc, vous souhaitez que tout le monde soit à 1000 € et que seuls ceux qui ont un travail difficile, parce que pénible, nerveusement, physiquement, soit à 3, 4, 5 000 €. Moi, je souhaite rien. C'est ça le truc. Je souhaite comprendre ce que je souhaite comprendre. Partager autant que possible ces tâches-là. Et ensuite, si on n'arrive pas à les partager toutes, ça me semble juste que ceux qui ont les tâches... Ça veut donc dire qu'il n'y aura pas de hiérarchie des salaires, c'est ça que tu veux dire? Dans l'idéal, non, bien sûr, dans l'idéal. Mais j'imagine que il n'y a pas d'idéal. Mais non. Mais non, je suis contre un projet de société qui élimine la violence économique. Et dans une société débarrassée de la violence capitaliste, c'est-à-dire le marché du travail, la propriété lucrative, la mesure de la valeur par le temps, la création monétaire par crédit, enfin ces institutions-là dont on n'a pas pu parler de toutes, mais enfin qui sont au cœur d'un projet de salaire universel, c'est-à-dire pour tous et pour tout, y compris pour l'investissement, y compris pour la propriété des entreprises. Là, dans une telle société, on ne va pas être débarrassé de la violence. C'est se faire séparer. Or, l'idée que l'on pourrait avoir une société de transparence des valeurs d'usage,
avec de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, et dans lequel il y aurait soit une suppression de la monnaie, soit le même revenu pour tous, ce qui est un peu la même chose dans un certain sens. Cette idée-là est une idée mortifère que je combats. Il faut que ce soit clair. Je le combats parce que faire des projets de société qui n'assument pas la violence inhérente à la société, c'est faire un projet extrêmement dangereux. À partir du moment où on est ensuite dans la hiérarchie des qualifications, on a euphémisé la violence parce que tout le monde est copropriétaire, tout le monde décide, y compris ceux qui sont au niveau 1. Il n'y a pas de lien entre la direction, les directions sont élues ou au suffrage universel, ou je sais pas, ou par tirage au sort, ou je sais pas quoi. Ça, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais la différence de qualification ne fonde pas une différence de pouvoir dans la société, mais il y a bien effectivement une forme de violence qui est assumée, c'est vrai. Et on va se battre, mais on va se battre en permanence. C'est ça qui la lutte de classe, elle va se déplacer sur quels sont les critères, quels sont les jurys, pourquoi 2, pourquoi 3, pourquoi 4, pourquoi. Les critères de qualification vont devenir l'enjeu essentiel de la lutte de classe. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat qui n'était pas du travail, mais qui était néanmoins, je l'imagine, fort utile pour vous tous. Et à la semaine prochaine.